attention, baby. Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Nous sommes Laureline et Savannah. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale puisque nous sommes en live sur Twitch. Alors, soit vous pouvez nous voir actuellement et dans ce cas-là, merci et coucou. Soit vous allez nous écouter en replay sur toutes les plateformes de streaming. Alors, on va pas changer les bonnes habitudes. 3 sections. Nouveautés, coup de cœur, débat et enfin, anecdote. Ma Savannah. Oui. Quelle est la première nouveauté dont on va parler? La première nouveauté dont on va parler, c'est Ascendio de Hive. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent? Raise your hands, yes. Don't touch me, love me, don't hurt me, watch me, don't touch me. Ascendio. Spoiler alert, j'adore. Je pense qu'on a tous adoré. Oui. En fait, moi, pour le premier comeback qu'il y a eu, donc Heya, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un des plus beaux clips que j'avais vu cette année. Ouais. Et je pensais qu'elles allaient pas faire mieux. J'avais tort. Je pense qu'on avait tous tort. Ascendio, il y a une vraie histoire qui est vraiment sympa. Il y a un vrai univers. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ici le clip? Non, oui. Et ben vous pourrez aller le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le clip, en fait, c'était vraiment inspiré de l'univers de Sailor Moon, par exemple. Donc des Magical Girls où elles ont une transformation. Et c'est filmé comme un film. Il y a une vraie histoire. Et en fait, on s'y attend pas. Non. On s'y attend pas du tout, on s'attend pas à l'histoire, on s'attend pas à la manière dont c'est filmé, mais surtout le début qui est très calme et ça s'enchaîne, c'est fou. Et ça va super bien avec la musique, je trouve qu'ils ont encore plus magnifié la musique grâce au clip. Donc je vous recommande, s'il y a un clip à regarder cette année, c'est vraiment ce clip-là. Pour cet été, ouais. Exactement. En number 2, No Surprise. No Surprise, je te laisse faire ça. Finalement dans ce podcast, n'est-ce pas? Pour les personnes qui nous rejoignent, donc Feel the Pop de Zero Base One, cette chanson c'est la nouvelle chanson qui a été sortie par le groupe Zero Base One il y a juste quelques semaines et Zero Base One est actuellement un de mes nouveaux groupes préférés, donc on parle quasiment d'eux à tous les 2 épisodes. Sinon tu exploses. Sinon je pense que je meurs. J'avoue, j'assume. J'aimerais aussi notifier le monde entier que j'ai acquéri une photocard que j'ai importée du Japon il n'y a pas longtemps, qui est passée de $6 à $90 à l'heure où on parle. Oh, bravo. Je suis très très fière de cet achat. Qu'est-ce qu'on a pensé du comeback? Moi j'ai beaucoup aimé, je n'ai par contre aucun souvenir du clip puisque je faisais autre chose en l'écoutant, je suis désolée, donc je te laisserai parler de ça, mais j'ai trouvé ça tellement frais, parfait pour l'été et Zero Base One, on est rarement déçus de toute façon avec ces jeunes garçons et je ne me hasarderais pas, je ne me risquerais pas à les critiquer de toute façon en ta présence, donc on aime Zero Base One et Feel the Pop est juste parfaite pour l'été. Moi franchement j'ai aussi vraiment adoré, j'ai adoré parce que c'était très neuf. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce genre de sonorité, que c'était très différent de ce qu'ils avaient sorti pour leur comeback d'hiver, qui était très boys noise music, tu vois. Et là, c'était vraiment juste de la pop, sympa, simple. Peu cute, frais, ouais. C'est pas pour moi leur meilleure chanson, mais c'est une chanson qui est vraiment pas mal pour cet été. Et le clip dont tu ne te rappelles pas n'a aucun thème parce qu'en fait, ils font absolument n'importe quoi. Il y a un coup, ils sont habillés comme des cowboys, il y a un coup, ils sont habillés comme des tennisman. Le coup d'après, ils sont habillés comme des employés. Vous ne voyez pas ce qu'on voit actuellement, mais il y a actuellement 2 auditeurs, Vin et Enzo, qui sont en train de s'embrouiller à propos du clip. Mais en tout cas, si vous voulez écouter une chanson de K-pop un peu sympa, pas trop prise de tête, on vous recommande Feel the Pop. Et en plus de ça, les paroles, c'est Feel the Pop, c'est en gros enlever tous nos soucis, donc pop nos soucis, les paroles. Donc ça sympa. Se ressent, même sans comprendre. Ouais. Quel est ton coup de cœur de cette semaine? Oh mon Dieu, déjà ça a été méga compliqué de faire un choix puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré et donc il y a eu énormément de bonnes chansons qui sont sorties, mais celui qui est mon number one dans My Heart,
When the midnight comes, pulling the strings, beautiful monster, royalty, energy. Alors c'est Ten qui fait partie de NCT Wavy surtout. Il est revenu avec Nightwalker juste avant. Incroyable cette chanson, full en anglais, mais ça c'est Ten, il le fait tout le temps en anglais et franchement moi j'adore, je m'en fous qu'il le fasse pas en coréen ou en chinois, je l'adore. Le clip est incroyable aussi, j'aime beaucoup la dynamique, la chorégraphie et je suis plus que ravie de ce comeback. Est-ce que tu avais écouté? J'imagine que oui, qu'en penses-tu? Bien sûr que j'avais écouté puisque Ten fait partie de NCT et que c'est Ten tout court. C'est Ten. Moi j'ai pas tant aimé que ça. J'avoue, c'est pas mon comeback préféré parce qu'il a fait d'autres comebacks que j'ai adoré. Par exemple, Paint Me Naked, qui est sa première chanson. J'ai moins aimé. On n'a pas les mêmes goûts, mais c'était un autre univers dans lequel je m'attendais pas à ce qu'il évolue. Après, je pense que c'est lui qui a voulu faire ça. La choré est dingue, le clip est dingue. Vraiment, c'est super intéressant. De toute façon, Ten est un très bon performeur. Oui. Mais c'était pas forcément ma chanson préférée de sa discographie. En vrai, je peux comprendre. Sachant que j'ai préféré Paint Me Naked, qui est une chanson beaucoup plus R&B qu'il a fait avant. Bah là, c'est vrai qu'on est sur un thème un petit peu plus sombre et tu me connais, Emo Kid. Ouais, exactement. J'allais dire, c'est vraiment la Emo Kid en toi qui est en train de parler. For me. Donc j'ai adoré cette chanson et vraiment, je vous la conseille dans votre playlist. Pour le coup, elle fait pas très été, mais on s'en fout, elle est géniale. Quel est ton coup de cœur, Savannah? Alors, c'est Midas Touch de Kiss of Life. Je pense que si vous êtes fan de K-pop, vous l'avez tous entendu. Ça va être notre pause musicale pour pas d'extrait. Nos auditeurs et nos spectateurs puissent écouter la chanson si vous la connaissez pas. La chanson, c'est vraiment une ode à la pop des années 2000, des chansons à la Britney Spears ou Christina Aguilera. J'adore cette chanson parce que elle est, c'est vraiment une chanson des années 2000. Enfin, t'as l'impression que c'est une chanson de Britney, quoi. Et même les filles ont dit qu'elles se sont inspirées vraiment de la pop américaine des années 2000. Mais c'est très trendy en ce moment dans les groupes. Exactement. On en avait déjà parlé de ça. Ensuite, moi, je n'ai fait que de complimenter Kiss of Life. Tout le monde sait à quel point j'adore Kiss of Life, mais c'est des personnes, c'est des idoles très talentueuses qui performent en live à chaque représentation. En plus de ça, ce qui est super intéressant, c'est que dans le clip, en fait, ils ont mis vraiment énormément de moyens. Donc les clips m'ont fait penser aux anciens clips de 21 quand 21 avait sorti leur deuxième album avec Clap Your Hands par exemple, et donc ça m'a fait trop plaisir de revoir un peu ces clips hyper brillants avec plein de décors différents, avec un truc très une direction artistique très forte pour chaque membre en fait, ce que 21 faisait énormément. Donc on va écouter ce morceau sans plus tarder. Mais juste avant, on va tarder un tout petit peu. Quel va être notre débat d'aujourd'hui? Nous allons discuter de l'avenir de la K-pop. On se retrouve tout de suite. Quelle idée. C'était en boucle, là, elle m'a fait ses réglages. De retour sur Kik Radio. C'est bon, on me confirme? On me confirme qu'on est de retour sur Kik Radio. Merci encore à vous d'être ici. Vous aurez vos 20 € à la sortie, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui nous regardent en direct sur Twitch, c'est juste là. Merci beaucoup, on lit le chat, on vous regarde. Merci beaucoup d'avoir réagi aussi. Oui, Hive 10, Kiss of Life, on les adore, ainsi que Zero Base One, Zban. Alors, notre débat d'aujourd'hui, quel est, selon nous, l'avenir de la K-pop? Comment est-ce qu'on le voit? Alors, on a déjà eu quelques... j'ai envie de dire éléments de réponse, mais on en a pas mal discuté tout au long de la saison 2, que bien sûr vous avez écouté ou vous allez écouter pour ceux qui nous découvrent. Et moi, il y a déjà un premier sujet dont j'aimerais qu'on parle, c'est le PDG de HYBE, qu'on adore bien entendu, qui proposait de retirer le K de K-pop. Ah oui. Car selon lui, ça n'était plus pertinent
d'utiliser le K puisque ça limitait trop les retombées de la K-pop, en gros un plafond de verre. Oui, puisque finalement la K-pop c'est juste de la pop. Hein. C'est juste de la pop. Si tu demandes aux gens qui écoutent aujourd'hui le dernier album de Jungkook qui est quasiment en full anglais, aux gens qui écoutent Blackpink avec des chansons aussi en full anglais, ils n'ont aucune idée que c'est pas de la pop. Ou XJ, t'as beaucoup de gens qui écoutent en France. Elles étaient dans le top dernière sortie dans le top Spotify France. Les gens ne savaient pas que c'était de la K-pop. Ils pensaient que c'était juste du R&B ou de la pop, tout simplement. En fait, le cas de K-pop représente le fait que ça a été fait dans le système en Corée, qu'ils performent en Corée, donc sur Music Bank, Inkigayo, M Countdown. Parce qu'on parle pas que de la langue ici. Exactement, puisque XJ performe dans le système coréen, sauf qu'on sait tous que c'est des japonaises. Wavy performe dans le système coréen aussi. Alors que c'est tous des Chinois ou descendants chinois. Et c'est assez intéressant parce que on a aujourd'hui des nouveaux groupes comme Vicha, qui a été produit par JYP, qui sont full américaines, et Cat Size, qui a été produit par Hybe aussi, qui sont aussi que full américaines, et elles sont quand même encore labellisées K-pop. Pourtant, elles font de la pop, quoi. Enfin, elles chantent qu'en anglais, c'est pas des coréennes. Et je pense que c'est assez intéressant de voir que même de plus en plus d'artistes européens, occidentaux s'intéressent au système de la K-pop. On peut le voir avec le nouveau groupe français qui a été sorti, qui s'appelle Starseeds, où en fait la méthodologie est 100% K-pop. C'est pareil, ouais. Et pourtant, c'est française. Hein. C'est des françaises. Donc, est-ce qu'on peut toujours appeler ça de la K-pop ? Après, souvent, on en avait discuté il y a pas longtemps, K-pop, c'est un peu un fourre-tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on va aussi J-Park, mettre... c'est de la K-pop. Voilà, J-Park, c'est de la K-pop. De Rose, c'est de la K-pop. Non. Hein, très clairement. Donc il faut un petit peu arrêter de prendre ça pour un fourre-tout. Et en effet, on a de plus en plus d'internationalisation au niveau des artistes et des idoles. On n'a plus que des 100% coréens qui sont présents. Donc personnellement, je pense pas que ce soit vraiment pertinent d'enlever le cas tant qu'on reste sur... Tu l'enlèverais ? Là, on parle de l'avenir de la K-pop, donc pour moi, bientôt, la K-pop... Enfin, si c'est pas mon avis personnellement, parce que moi j'aime la K-pop, je peux comprendre les deux arguments. Que la K-pop va devenir juste de la pop. Parce que si tu demandes aux jeunes générations, finalement, pour eux, c'est juste de la pop. Tu vois, moi, ma nièce, elle fait aucune différence entre Blackpink et Ariana Grande. Pour elle, elle se dit pas, ah, ça, c'est de la K-pop. Elle se dit juste, c'est chanteuse. Je comprends, mais c'est aussi en même temps une marque de fabrique. Je pense que c'est le cas pour nous parce qu'on est fans depuis longtemps. Mais je pense que si tu prends dans 10 ans, d'accord, les jeunes dans 10 ans ou les jeunes qui sont nés en 2024, tu vois, dans 10 ans, pour eux, la K-pop, ça sera juste de la pop, je pense. Je peux comprendre cet argument. Absolument aucune différence. Mais du coup, ça veut dire qu'on enlève aussi toute la dynamique de l'industrie coréenne. Bah non, parce qu'après, dans tous les cas, ils vont toujours produire leur propre musique, ils auront toujours leurs propres idoles et il y aura toujours ce système qui est mis en place avec, comme je disais, les music shows toutes les semaines, avec le système d'idol, de training et de début, avec les teasers, avec le rôle d'idol. Je pense qu'il existera toujours, mais je pense que le genre musical ne sera pas targeté que comme de la K-pop. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple... Ça veut dire qu'on enlève J-pop aussi ou Non, parce que la K-pop, c'est tellement international selon moi. Tu vois que, par exemple, Jungkook, dans son dernier album, tu vois, 3D, tout le monde l'écoutait. Enfin, personne ne te dirait que c'est de la K-pop. Tu vois. Si tu ne sais pas que c'est Jungkook qui fait de la chanson et qui a fait la chanson et qu'il est coréen, je pense que personne ne se dirait que c'est de la K-pop. Mais du coup, ça veut dire que même si on a des chansons full en coréen, je sais pas. Franchement, ça, parce que là, tu me parles en anglais, parce que je suis d'accord avec toi que si tu as des artistes qui font des albums, on parlait de Monsta X qui pareil ont eu une grosse activité aux États-Unis, on a les Blackpink, Twice, voilà, qui font des chansons full en anglais. Ok que ça soit de la pop dans ce cas-là, mais quand c'est full coréen et un tout petit peu d'anglais comme on a connu, est-ce que pour toi c'est toujours de la K-pop ou est-ce qu'on sort totalement et ça reste juste je pense que le genre K-pop va toujours exister. Tu vois, je pense que le genre K-pop va toujours exister et je pense que c'est pour ça que des groupes comme Stacey ont énormément plu ou des groupes comme Zero Base One là tout de suite ont plu parce que les gens disent ah mais ils font de la vraie K-pop finalement, ça sonne comme de la K-pop et c'est plus de la pop américaine. Mais je pense que à l'avenir, les gens ne feront plus cette distinction. Je parle d'une personne lambda, une personne qui n'est pas fan de K-pop. Je pense qu'elle fera plus la distinction entre le cas ou pas le cas, tu vois. Et au-delà de ça, je pense que tellement de pays vont s'inspirer de la méthodologie K-pop. C'est le cas avec le Vietnam, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, le Kazakhstan. Tous ces pays se sont inspirés de la méthodologie K-pop.
et ont réussi à produire leur propre genre musical, enfin qui existait déjà, hein, enfin la V-pop ou la C-pop existe déjà depuis des années, hein, bien sûr, mais qui s'est inspiré de la méthodologie K-pop, c'est-à-dire le training, les musiques vidéo, le système d'idol, les albums, les teasers, ça s'est vraiment inspiré de la méthodologie K-pop, et ça reste toujours, tu vois, de la V-pop, de la T-pop, de la C-pop, tu vois. Donc je pense que les genres vont exister encore, mais la K-pop va devenir tellement globale. Tu vois, par exemple, si moi je prends l'exemple de Kiss of Life, si demain elles sortent que des albums en anglais, ça sera toujours des filles qui viennent de la méthodologie K-pop, mais on va dire que c'est que de la pop, hein. Blackpink, oui, mais là c'est des cas individuels. Non, pour moi, c'est pas des cas individuels parce que je pense que tous les artistes qui vont être on top, tu vois, les Blackpink, enfin, Blackpink, ça reste quand même de la 3e génération, mais là, on est à la 5e. Mais tous les artistes qui seront dans le top tier, tu vois, dans ce qu'on appelle God tier, ouais, bien sûr. ils vont devenir juste de la pop. Et c'est le cas de BTS, c'est le cas de Blackpink. Je pense que EXO n'ont pas sorti d'album anglais pour l'instant, donc il n'y a pas eu ce truc-là. Mais toi, c'est le cas, tu vois. Ça reste pour l'instant de la K-pop. Ouais, pour moi, ouais. Donc c'est pour ça que je dis des cas individuels. Je sais pas, parce que je pense que dès qu'ils vont passer, tous les artistes qui auront passé, tu vois, ce plafond, genre New Jeans, c'est de la pop. Tu demandes à n'importe qui, je pense que les gens pensent que New Jeans c'est juste de la pop et pas de la K-pop. XG pareil. Mais comment tu fais la distinction dans ce cas-là ? Bah je pense que s'ils chantent en anglais ou pas, tu vois. Parce que ça devient vraiment international et global et que la musique n'est pas rattachée forcément à la K-pop, tu vois. Parce que j'avais vu ça justement que Bang Shin-hyuk, ennemi numéro 1 en Corée, très clairement depuis cette annonce, et beaucoup disaient qu'ils voulaient enlever le cas juste pour prendre un peu, j'ai envie de dire, possession du marché américain avec ces artistes, et en fait juste gagner plus d'argent pour que ça soit plus accessible, d'où le fait qu'ils voulaient enlever le cas pour enlever la langue coréenne dans les chansons. Ça moi aussi je comprends pas, c'est pourquoi une telle obsession pour arriver sur le marché américain, notamment les Grammys, le Coachella, les c'est là que la visibilité de ouf, hein. Bien sûr, mais en vrai tu peux être un artiste, enfin tu peux vendre plus en allant, je sais pas, en Chine, en allant en Inde, enfin tu vendras plus de CD. Tu vois ? Oui, bien sûr. C'est pas forcément, le marché américain n'est pas forcément le marché le plus rentable pour les artistes de K-pop en soi. Tu vois ? Bon, après, c'est un avis. Mais pour revenir à l'avenir de la K-pop, je pense qu'un autre sujet qui va se poser, c'est est-ce que la K-pop va avoir plus d'inclusivité ? Tu parlais du fait qu'il y a de plus en plus d'artistes internationaux. On a autant des Thaïlandais que même il y a des membres qui sont moitié allemands. Il y a des membres, il y a le groupe Black Swan qui a des membres internationaux. Parce que là, d'abord, on avait des artistes qui étaient soit moitié coréen, soit non coréen, mais qui étaient dans des groupes avec des Coréens 100%. Et là, on commence à avoir des groupes où il y a plus de Coréens, voire même plus vraiment d'Asiatiques. Et ça reste de la K-pop puisqu'on chante en rappant coréen. Donc par exemple Black Swan. Black Swan, elles ont quand même... Tout le monde connaît Black Swan ici, c'est bon, tout va bien ? Yes. Donc elles ont quand même elles ont quand même un grand succès. On a la première idol de K-pop noire avec Fatou. Qui est magnifique. Qui est très talentueuse, qui est géniale. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Est-ce qu'on peut plutôt espérer qu'il va y avoir de nouveaux groupes aussi comme ça qui vont émerger, ou est-ce que Black Swan va rester l'exception ? Non, parce que moi je pense qu'il y a de plus en plus d'inclusivité. Est-ce que c'est bien accueilli par le public coréen aussi ? Ça je sais pas si c'est bien accueilli par le public coréen, je pense pas. Je pense que c'est très accueilli par le public international. Mais après il faut se rappeler que quand des groupes débutent, ils sont pas, enfin même s'ils débutent en Corée, ils sont pas faits forcément pour le marché coréen. On a le cas de Card quand ils ont débuté, c'était que pour l'Amérique du Sud. Ils remplissent des stades au Brésil et ça va très bien à l'agence. L'agence n'essaye pas de les faire décoller plus que ça. Ils n'ont pas beaucoup de promos en Corée parce que justement leur but c'était de les faire décoller en Amérique du Sud. Mais moi je pense que on le voit, il y a de plus en plus d'inclusivité. Je sais pas si tu as vu cette news, mais il y a le premier groupe d'idoles sourds malentendants qui a débuté et ils performent avec le langage des signes. J'ai pas regardé les performances, c'est ça que j'ai oublié de faire. Et c'est très touchant et ils expliquent en gros l'idée c'était justement de pouvoir partager la musique avec des auditeurs, des personnes qui avaient le même handicap qu'eux. Et moi je trouve ça très beau parce qu'on voit qu'il y a déjà une inclusivité. Moi je rappelle que pour les personnes qui sont pas encore allées en Corée et qui veulent aller en Corée, c'est pas forcément quand on a par exemple un fauteuil roulant, c'est pas forcément friendly pour les personnes qui sont handicapées, un peu comme la France. J'ai envie de dire c'est un peu la France, on n'est pas mieux, clairement. On accueille les Jeux paralympiques. Yes, mais donc
c'est intéressant de voir qu'il y a quand même eu cette progression et qu'il y a eu ce groupe qui a débuté. Oui. Après, Black Swan, pareil, elles sont quand même accueillies sur les plateaux. Enfin, Fatou, elle a quand même fait Knowing Brothers. Et elles ont quand même une certaine visibilité. Je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture envers les idoles étrangers et internationaux. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est quelle est la qualité de ce que produisent ces idoles. Black Swan, je pense que la raison pour laquelle elles sont respectées et elles marchent, c'est principalement parce que la qualité de leurs chansons, la qualité de leur danse, la qualité de leurs clips est vraiment très bonne, tu vois. Ouais, bah c'est produit par la Corée, indéniable. Mais voilà, à voir si, en effet, il y a aussi ce truc où, on va pas se mentir, mais la Corée, au niveau des étrangers, c'est pas non plus encore totalement ouvert. Et à voir, est-ce que ça va juste être un phénomène ou est-ce qu'on va en avoir un peu plus qui vont arriver? Est-ce que je sais pas si elles ont le malheur, les filles, de faire un pet de travers, est-ce qu'elles vont pas être cancel? Moi, je sais pas. Après, moi, quand je parle d'inclusivité, je pense que il faut pour l'avenir de la K-pop qu'il y ait plus d'inclusivité en termes de nationalité, puisque de plus en plus de fans sont internationaux, hein. On a des fans de partout dans le monde, dans la Corée, et je pense que beaucoup de fans aimeraient voir des idoles de leur pays. Moi, je me rappelle que le premier idol français, qui était Timothée Hanzardi, qui avait participé à Produce 101 saison 2, c'était en 2017. Parce qu'il y avait Olivia dans The Gloss. Ah bon? Olivia dans The Gloss, elles n'ont jamais débuté, mais il y avait eu elle n'a pas débuté. Oui, non, mais il y avait eu des extraits, il y avait eu des teasers en fait justement pour dire le groupe arrive, et en fait elles ont tellement pas du tout marché, mais Olivia avait été vachement mise en avant justement par les médias coréens, mais je vous parle de ça, mais c'était genre en 2010 quoi, c'était il y a vraiment longtemps. Olivia dans The Gloss. Oui, Olivia dans The Gloss, et je suis retombée dessus hier parce que j'avais oublié son nom, et en fait pareil, c'était la toute première, elle avait participé à The Voice Star Academy en France, ça avait pas marché, elle a candidaté en Corée, ils ont dit let's go, et elle devait débuter, sauf que on va pas se mentir, elle chantait pas très bien, mais elle était caucasienne. Oui, tout aussi blanche que moi. Ouais, tout à fait. Je connais pas cette histoire. Mais si, The Gloss. Et en fait, elle faisait plein de... Comment? Et elle faisait plein de reprises pour justement commencer à se faire connaître. Elles avaient commencé à faire des showcases et tout ça. Et en fait, juste l'agence, ils ont dit, bah stop, non, finalement, on arrête le projet. Mais de base, c'était elle qui devait être la première française en 2010. Olivia de The Gloss. C'est super intéressant, en vrai. Et je suis retombée sur des vidéos, elle parlait à peine anglais, pas du tout coréen, elle connaissait pas la K-pop, elle a débarqué comme ça, en mode touriste. C'est trop stylé, en vrai. Oui. Et en fait, elle avait commencé à avoir un petit peu d'activité presque en solo. Et après, elle a pris des vacances pour rentrer en France et ils l'ont plus jamais rappelé, donc elle n'est plus jamais retournée en Corée. Ok. Mais quelle histoire. Ouais. Et donc de base, c'était elle la première vraiment caucasienne française, mais malheureusement, ils n'ont jamais débuté le groupe. C'était un quatuor. Elles étaient 4 à devoir débuter. Et donc du coup tu nous parlais de Timothée Hanzardi. Mais non, mais après bon, ça c'était en 2018 tu vois, mais 2017, et ce qui était intéressant c'était que beaucoup de gens avaient dit mais c'est un français, il est français, tu vois. Enfin, après il est moitié mais c'était quand même super intéressant d'avoir quelqu'un qui venait de la France en fait, qui était présent, et c'est de plus en plus le cas, même quand on voit dans les survival shows, même dans les nouveaux groupes de K-pop, il y a de plus en plus de nationalités diverses. Là dans le dernier survival, je crois qu'il s'appelle Make Mate, il y a même un Nord-Coréen. Oh wow. Ouais, il y a un Nord-Coréen, c'est un des... Ce jour est arrivé. Et en gros, c'est le premier trainee nord-coréen en Corée. Et donc c'est dingue, en vrai c'est dingue comme histoire. Et ouais, il a pas peur, mais moi c'est ouf, il a pas peur de se refaire kidnapper. Anyway, c'est pas ça dont on parle de l'avenir de la K-pop, mais plus dans le sens où on est arrivé à ce moment-là où il y a de plus en plus de gens qui sont étrangers finalement par rapport à la Corée du Sud, et qui arrivent en Corée et qui veulent débuter en Corée. Donc je pense qu'il va y avoir plus d'inclusivité. Oui. Moi, je trouve ce qui est très bien, c'est le système japonais. Au Japon, en fait, il y a beaucoup de mixité, plus de mixité qu'en Corée du Sud. Moi, il y a un groupe dont on a parlé la dernière fois que j'adore, qui s'appelle Chic Fever.
Psychic Fever. Et dedans, il y a un moitié marocain, moitié japonais, moitié sénégalais, moitié japonais. Enfin, il y a tout dans le groupe. Et c'est trop cool. Et l'inclusivité est géniale dans ce groupe-là parce que c'est une des forces du groupe finalement. Sans parler de leurs chansons qui sont géniales, mais écoutez leur discographie parce que c'est vraiment génial. Leur discographie, je n'ai pas d'autre mot que génial. mais Psychic Fever, l'inclusivité est une de leurs plus grosses forces parce que les gens les suivent principalement aussi parce qu'ils font partie d'autres ethnies et de d'autres diasporas que la diaspora japonaise. Et je pense que la K-pop gagnerait justement à intégrer tout ça. Elle le fait petit à petit, mais c'est pas encore... Enfin, tu regardes les derniers groupes qui ont été sortis, notamment... moi, j'adore Zero Base One, j'en parle, mais Zero Base One, il y a 2 Chinois, un Canadien coréen, et après que des Coréens, tu vois. Il y a plein de groupes full coréens, en fin de compte, qui sont sortis les dernières années. Donc, c'est pas forcément, je pense... C'est pas pour tout de suite. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Non. Et puis, même aussi, d'avoir des artistes caucasiens ou même pas caucasiens autres, parce que on voit passer beaucoup de reportages sur les médias, la télé française, tout ça, sur des apprentis, sur des trainees européens, et on les voit jamais débuter. Ouais, en fait, vrai, tu les vois jamais débuter. Non mais c'est dingue. Non mais c'est pour ça. Donc du coup, on sait qu'ils participent. Enfin, on a quand même Enzo ici présent qui a participé au bootcamp pour justement devenir. Enfin, c'était pour s'entraîner, voir comment c'était. Mais peut-être qu'il y en a aussi qui participent à ce genre de bootcamp pour devenir idol. Mais est-ce que, en étant non-est asiatique, est-ce qu'on peut avoir une chance de débuter, d'avoir une carrière successful? Là est la question aussi, tu vois. Et si ça a marché au Japon, pourquoi ça marcherait pas en Corée? C'est peut-être d'autres standards. C'est pour ça que je prends l'exemple de Psychic Fever parce qu'en fin de compte, le groupe fonctionne avec des personnes de toutes les ethnies différentes. Donc pourquoi ça marcherait pas en Corée? Peut-être parce que c'est d'autres standards. Oui, mais j'espère. Oui, non, mais bien sûr, mais ça va évoluer. Moi, j'espère que dans 5 ans, on aura des performances et des gens beaucoup plus divers dans la K-pop. Parce que je pense que s'ils veulent garder leur genre global, tu vois, leur genre mondial, il faut qu'il y ait cette inclusivité, tu vois. Et alors, justement, en parlant de diversité, un autre style de diversité dont on avait parlé avec Aude, c'est la 3D. Ah oui. C'est l'IA. Alors là, on arrive avec des groupes, soit comme Superkind, si vous connaissez, où c'est des membres vrais comme vous et moi, mais avec 1 ou 2 membres, je crois, qui n'existent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en 3D, c'est de l'intelligence artificielle. Et franchement, on y croit. On arrive à croire qu'ils sont vrais. Faut vraiment voir les tout petits détails où on se dit il est chelou celui-ci, comme je me le suis dit moi la première fois que je les ai vus. Mais on a aussi un groupe qui est 100% IA et 3D, qui est Plave. Et Plave, qui en plus récemment, il y a genre 2 mois peut-être, a gagné Music Core devant Bibi et le Seraphim. Ce qui est quand même... Non mais... Je vous vois sourire et souffler du nez, je suis d'accord. Et en fait, même eux, c'est vraiment un style très webtoon, un petit peu. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont un peu familiers avec l'univers YouTube japonais, mais il y a ce qu'on appelle les VTubers, qui sont en fait, pareil, c'est full 3D, c'est des mangas. Et c'est des vraies personnes derrière avec des capteurs. Mais on ne les voit pas et c'est juste des avatars qui réagissent en live, qui font des jeux vidéo, tout ça. Là, on est passé au niveau au-dessus où c'est des idoles et il y a même des émissions de divertissement avec eux. C'est-à-dire où ils vont jouer au ballon, ils vont jouer au jeu. Ils vont jouer à quand vous savez, on a la musique, il faut répéter les mots, tout ça. Ils vont faire exactement ça. Ils font des concerts, mais c'est sur un écran. Et les vrais gus, ils sont derrière, full capteur. Et ça a énormément de succès. Ce qui est fou, c'est qu'on voit pas Plave, on les voit pas, les personnes avec les capteurs derrière. On sait pas qui ils sont. Il y a tout le temps l'écran devant, mais on ne voit jamais. Non. Et pourtant, par exemple, pour Maeve, qui est pour le coup créé de toutes pièces, on a vu là, les personnes. Un groupe de filles. On a vu les personnes avec qui il y avait les capteurs, ils ont montré les dessus, ou ils ont accepté de montrer à la télé française les dessous. Mais Plave, pour l'instant, nous n'avons aucune information sur qui sont les membres, quel chanteur en fait est derrière Plave, sachant que beaucoup de gens ont dit que c'était des membres de groupes de K-pop qui n'avaient pas fonctionné, de groupes d'idoles qui n'avaient pas fonctionné. En vrai, c'est possible, hein. Mais alors aussi un truc où les
les internautes ont beaucoup rigolé, c'est que Plave, donc c'est un boys band, je n'ai pas précisé, mais c'est un boys band. Et en fait, il y en a un qui est en hiatus pour des problèmes de santé, donc beaucoup ont rigolé. Parce qu'il y a un vrai mec derrière. Je pense que c'est le vrai mec. Mais quand on n'est pas au courant qu'il y a un vrai Gus derrière qui est malade, c'est vrai qu'il y en a plein qui se sont un peu gentiment moqués en disant il a eu un bug ou qu'est-ce qui s'est passé, il y a un pixel qui a pété. Mais on a des personnes qui ont une date de naissance, une personnalité, qui vraiment c'est un vrai business. Il y a même des compilations genre Play Funny Moments, mais ce perso, cet idol je l'aime trop, regardez comment il est trop drôle. Pareil pour Maeve aussi, j'en ai vu plein des compilations comme pour les vrais idoles en chair et en os. Donc ça pareil, je me dis peut-être que ça va plus se démocratiser. Et alors pour les boys bands, on a aussi un obstacle qu'on n'a pas avec la 3D, c'est le service militaire. Ouais, là, on peut continuer sur la lancée quand pour le service militaire. Et ouais, le service militaire, ils partent pas tous en même temps, donc ça fait qu'on peut se retrouver avec nombre d'années sans activité. Mais là, 3D, tu pars pas au service militaire. Ouais, c'est sûr. Ils ont juste à remplacer les mecs derrière. Et même, pour reprendre l'idée de l'avenir de la K-pop, il y avait aussi cette idée que pour aespa, ça devait être un groupe moitié. Ouais. Donc, Fireel qu'on connaît tous, hein, voilà, et moitié Avatar. Nin et Winter. Et ça devait être moitié Avatar, un peu comme Plave. Mais ils l'ont pas fait parce que je pense que ça coûtait tellement cher de développer les visuels et la 3D. C'était les débuts aussi, je pense. Hein. Bah ouais, exactement. Ils étaient un peu les pionniers, entre guillemets. Tu vois, s'ils avaient fait comme Plave et qu'ils avaient enregistré les chorés avec les filles devant, je pense que ça aurait super ça aurait bien marché, je pense. Et je pense que les Ning Ning, Gisèle et tout auraient plus fonctionné. Mais je pense que, tu vois, si SM avait pour but de lancer un groupe quand même moitié Avatar, moitié Fireel, c'est qu'il y a cette traîne qui va vraiment se développer, je pense. Ouais, je pense. Et ce qui est fou, c'est que même pour les concerts, ça se vend. Les gens vont pour Play, les gens paient pour voir un écran. Franchement, si vous avez le temps, regardez sur YouTube les vidéos des concerts de Play, c'est impressionnant. Et le lightstick est trop bien. C'est un alter. Ouais, c'est un alter comme ça et que les gens poussent comme ça, c'est génial. Et d'ailleurs très drôle parce qu'il y avait une perf qu'ils ont faite sur je ne sais plus quel plateau et en fait ils peuvent tellement s'amuser avec les effets que t'en as un, il s'appelle Bambi, c'est le plus jeune et en fait il s'élève dans les airs et c'est tellement lunaire. C'est lunaire dans leur émission de divertissement, ils débarquent d'un vortex parce qu'ils viennent d'une autre planète. Et en fait voilà, j'ai pas parlé du lore, mais en gros il y a un lore tout autour où ils viennent d'une autre planète et ils ne peuvent converser avec leurs fans de Terra, donc nous la planète Terre, sous forme de webtoon. C'est trop drôle. Ah non mais c'est tout un truc là-dessus, je serais incapable de ressortir la planète d'où ils viennent, mais en tout cas quand ils viennent chez nous, c'est sous forme comme ça. Et en fait, t'as 4-5 gus qui sont derrière avec des capteurs, mais on y croit et t'as un vrai business autour et t'as vraiment une vraie fanbase. Et le petit alter pour. Après, moi, je pense que j'y croirais. Je dirais que c'est vraiment l'avenir de la K-pop à partir du moment où les grosses agences s'y mettent. Ouais, voilà, les Big Four le font. Par exemple, si demain Hype sort un groupe full vidéo vocaloïde en fait, donc avec les personnes derrière, j'y croirais. Je me dirais oui, c'est vraiment l'avenir quoi. Mais moi je pense que sur un avenir plus court en fait comme la mode et comme tout est un perpétuel cycle de recommencement. On est revenu au groupe Cute de 2013, donc je pense que les groupes sexy vont revenir. Les groupes sexy vont revenir. Ouais, sexy. Et on a le cas avec Kiss of Life qui a un concept plus sexy je dirais que les 5 dernières années qu'on a vu et c'est très rafraîchissant parce que c'est des femmes qui s'assument, qui sont fières d'être elles-mêmes, qui ont confiance en elles et on le voit dans leur performance, on le voit dans les chansons et j'ai vraiment hâte de retrouver en fait le côté sexy qu'on avait comme par exemple avec Sistar où c'était vraiment élégant, c'était juste des femmes qui étaient là, qui chantaient c'était quoi être une femme dans sa vingtaine et qui avait des concepts matures en fait, juste matures. Et ça fait plaisir. J'adore les concepts en ce moment, hein. Enfin vraiment Elite c'était trop mignon avec Magnetic, Triple S c'était sympa aussi, mais j'ai tellement hâte qu'on revienne à la K-pop de 2014-2015 avec tous ces concepts sexy qu'on connaît, qui ont très bien marché et qui étaient en fait pour des femmes matures. Non, mais je suis d'accord. Et je pense que ça va arriver dans l'année prochaine ou cette année, j'en suis sûre. Et ça, c'est sur l'avenir proche.
Et ben on croise les doigts parce que là c'est vrai qu'on était sur un truc un peu années 2000, 12, mignon, sympa. Voilà. Ça fait vraiment Apink No ou J-Friend, Roof, tu vois. Exactement. Je profite aussi pour faire une parenthèse. Je suis sur Twitch en même temps et je vois tous vos commentaires. Vous participez activement, donc merci beaucoup. Et en effet, on nous parle de Hatsune Miku. S'il y en a qui voient avec pareil un hologramme japonais avec des grandes couettes vertes bleues là, vertes haut. Et pareil, ça a eu un succès monstre. On nous dit aussi que il y a les débuts de Nevis bientôt chez SM. Oui, c'était prévu pour l'année dernière et normalement ça doit être fait, je pense, cette année. Mais après, il repousse souvent. Mais Nevis est censé débuter. On parle, c'est de la 3DIA. Ouais, exactement. C'est ça. Personne sait qui. Ouais, c'est une fille. Des filles aussi. Une seule. Une seule solo. Ouais. Ok. Nevis. Ça fait plein d'argent quoi. Nevis qui est dans tous les clips de Espa. Ah, ok. Oui, Nevis. Ça fait sens. Nevis. Ah, ouais. Donc, merci beaucoup de participer. C'est vrai qu'on réagit pas trop sur le live, mais je vous vois là. Merci beaucoup. On va passer à la suite, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, l'avenir de la K-pop est bon. Ouais, moi je pense que... Ah oui, parce qu'on me pose souvent cette question. Est-ce qu'on pense que c'est encore un genre qui va se populariser ? Pour moi, je pense qu'on est qu'au début de la mondialisation de la K-pop. Je pense que la K-pop a encore environ, voire plus, 5, 10, 15 ans devant. Le genre de musique, je parle de la popularité et de la popularité et de la démocratisation du genre dans le monde en général. Parce que c'est que à ces prémices, même en France, on voit, enfin, je pense que vous voyez autour de vous, il y a de plus en plus de gens qui découvrent, qui connaissent, mais on est vraiment encore qu'au début. Donc je pense qu'on a encore de belles années devant nous et je suis trop contente parce que pour tous les gens qui sont fans comme nous depuis très longtemps, c'est qu'on avait raison. Voilà. J'aimerais juste dire, maman, si tu me regardes, je ne perdais pas mon temps dans ma chambre sur Skyrock, sur YouTube. Et ben on va pouvoir passer à la partie anecdote. Alors, aujourd'hui, la section anecdote, c'est une section particulière. Ça va être une section questions-réponses avec nos spectateurs actuellement ici et aussi avec nos spectateurs sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des questions que vous voulez poser ou s'il n'y a pas de questions, on vous posera des questions. Oh là, let's go. Je pense que... Vas-y. Ah moi j'en ai. Moi j'ai toujours des questions. Déjà, on est, je pense, ravis d'être en live avec vous. C'est votre premier live du coup pour la dernière de la saison. On est en interview, oui. Oui, exactement. Non, ma question c'est est-ce que ce format live et ce format Twitch, vous allez le répéter pour la prochaine saison ? Je sais pas. Moi non plus. Alors, déjà, j'en profite aussi pour remercier William qui est à la technique. Merci beaucoup. Merci. On va un tout petit peu passer sur l'image. Je sais pas. Ça dépendra si ça plaît. Si nous aussi on se sent... je suis un peu stressée, je peux pas mentir. Mais à voir si on peut le répéter, oui. Pourquoi pas. Exactement. Why not un jour. Okay. Du coup, moi je me demandais, toutes ces histoires d'actualité avec tout ce qui se modernise, c'est super sympa en soi, mais moi j'avais eu un débat avec une amie où on se posait justement cette question-là de comment la K-pop va se démocratiser. Toutes ces évolutions, elles sont sympas, mais je me demande quand même, c'est bien quand même d'essayer d'entretenir ce qui marche déjà et ce qui... Ouais. Pour pas justement, parce que je sais que ça fait peur de se dire, ça casse un peu les bases et justement moi je me suis rendu compte, moi j'écoute de la K-pop depuis 2016-2017 et ça commençait déjà un peu à changer et c'est vrai que maintenant je vois qu'il y a énormément de groupes qui sortent et en soi c'est chouette, mais justement ça casse un peu ça donne pas, je trouve, la chance aux groupes de pouvoir se montrer davantage, parce qu'on part du principe, est-ce qu'il marche au bout de 2 comebacks non, ça marche pas, next, et on passe aux autres, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Qu'aujourd'hui on arrive presque à une saturation du marché, mais tu peux toujours trouver un groupe qui va te parler. Vu qu'il y a tellement de groupes qui débutent tout le temps, alors c'est vrai que garder le cap c'est compliqué, faut vraiment être à jour de ouf, mais ça qui est beau aussi, c'est que tu as toujours un groupe qui va te parler
et que tu vas apprécier. Il y a des groupes pour tout, mais comme le disait Savannah par rapport à Carte, par exemple, qui n'est pas vraiment centré sur la Corée, mais plus sur l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. T'en as plein des groupes. Voilà, on a VIV qui est beaucoup plus pour l'Europe aussi. MIB qui est pour le marché Moyen-Orient. Voilà, donc c'est vrai que ça dépend vraiment de pour quel marché ils sont lancés. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose aussi là-dessus. En fait, ce que j'allais dire, c'était plus, bien sûr qu'il y a plein de groupes qui se développent et franchement, nous surtout, on a commencé la K-pop en 2008. À l'époque, il y avait 10 groupes qui sortaient dans l'année, même pas. Mais vraiment même pas, c'était vraiment tout petit. Et dès 2012-2013, moi je me rappelle l'année 2012, ça m'avait fait choquer. Et 2013 parce qu'il y avait eu BAP, EXO, BTS, enfin 2012-2013, hein, vraiment, B2B, et ils avaient tous début d'un coup. Ouais, tous d'un coup. Ouais. Mais pourquoi il y a autant de groupes? Et c'était que des boy groupes d'un coup, vraiment, tous en même temps. Et je me disais, mais ça fait beaucoup, enfin c'est énorme, pourquoi il y a autant de groupes? Surtout quand tu partais de 2008. Et après, le moment où pour moi ça s'est vraiment intensifié, c'était vraiment 2017-2018, au moment où 80 Stray Kids ont débuté. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de groupes. Mais maintenant, c'est encore plus. Mais l'histoire, c'est plus qui va réussir à se démarquer et aussi comment est-ce qu'ils se démarquent. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver des concepts nouveaux? Moi, je pense que ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas la chance, enfin, il y a tellement de gens talentueux et qui travaillent dur et qui ont été traînés pendant 5, 6, 7 ans et finalement leur groupe fonctionne pas parce que le concept est pas super bien, la chanson elle est pas super bien et c'est pas leur faute. Finalement, c'est pas leur faute parce qu'ils sont super talentueux. Mais ce qui va jouer en fait, c'est si le groupe va réussir à tirer son épingle du jeu en produisant ses propres musiques par exemple, en ayant un concept nouveau qui n'a jamais existé avant. Il y a de nombreux groupes aujourd'hui qui font partie de toutes petites agences qui ont super bien marché. Et c'est le cas par exemple au départ de 50-50. Après il y a eu le scandale, bien sûr. Il y a eu le scandale, mais les chansons elles avaient trop bien marché alors que c'était une toute petite agence. Kiss of Life, c'est le cas, hein, leur agence elle est minuscule, c'est les 4 membres plus 3 personnes du staff ou 5 personnes du staff, et pourtant ça fonctionne vraiment bien. Donc je pense que c'est très dur parce que l'environnement est très compétitif, mais c'est parce que c'est compétitif qu'on a une qualité musicale et une qualité de production audiovisuelle qui est aussi grande. Ouais. Et c'est pour ça que je pense Seventeen, un groupe comme Seventeen, a réussi à se démarquer. C'est parce que ils ont une production personnelle qui est géniale. Et J-Idol aussi. Hein. J-Idol, leur production est impressionnante parce que Soyeon fait tout en fait. Ouais, c'est ça. C'est la leader. Et c'est pour ça qu'elles arrivent à se démarquer, je pense. Ouais. Parce que je me dis ça, parce que par rapport à P1 Harmony par exemple, qui est chez FNC, qui ont super bien marché et qui font des trucs géniaux. Et à côté, il y a SF9 qui sont là depuis 2016 et ils ont une variété mais musicale que je trouve vraiment très intéressante, qui eux, parce que leur agence préfèrent se concentrer sur d'autres groupes. Après, SF9, c'est pas des forcément... trucs comme ça que je trouve dommage. SF9, c'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, SF9, l'histoire, c'est qu'ils ont mis trop de temps à trouver leur couleur. Leur premier first win, c'est Good Guy. Good Guy, c'était 3 ou 4 ans après leur début, ce qui est très tard. Si tu regardes les premiers comebacks de SF9, le début même de SF9, Fanfare, ça n'a rien à voir avec Good Guy, et c'est pas du tout leur couleur musicale, c'est pas du tout la chose dans laquelle ils devaient poursuivre. Ils ont commencé à avoir de la popularité à partir du moment où ils ont trouvé leur couleur musicale. Un peu comme B2B. B2B, les chansons que tu regardes avant et maintenant, ils font que des ballades et c'est génial et ils sont trop connus et ils ont énormément de popularité. Mais Bip Bip ou Movie, enfin moi c'est des chansons que j'adore, Bip Bip et Movie j'adore, mais c'est vrai que c'était pas des chansons qui ont bien marché parce que c'était pas leur couleur musicale. Dans la K-pop en fait, c'est qu'il faut que le groupe trouve la couleur qui lui correspond pour fonctionner. C'est le cas avec P1 Harmony. P1 Harmony, dès qu'ils les ont débutés, ça a été le premier groupe hip-hop de FNC et donc le premier groupe à avoir un genre très hip-hop. Le premier clip il était en noir et blanc, enfin c'était tellement nouveau pour eux. Ils font plutôt des bands. Ils font plutôt des bands avec FT Island, avec CN Blue, même AOA c'était un band. Mais SF9 en fait pour l'histoire, c'est que ils ont mis très longtemps à trouver leur couleur musicale et à faire quelque chose qui a attiré les fans. Et c'était tellement tard dans leur carrière qu'ils avaient perdu quand même des fans au début. D'autres questions? J'avais envie de dire un truc, oui. Et si, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport au fait que des fois les agences, elles choisissent aussi qui elles veulent mettre en avant ou pas. Et elles voient qu'il y a des groupes d'idoles, tu es caché, des groupes d'idoles qui ils ont plus envie de mettre leur temps et leur argent sur eux que sur d'autres qui vont rester un peu plus en arrière. Ça, on en avait parlé avec NMIX par rapport à JYP,
qui préfèrent mettre d'autres groupes en avant plutôt qu'NMIXX, alors qu'elles sont fantastiques, elles ont des vocals incroyables, mais elles sont beaucoup plus mises en arrière quand on a Stray Kids qui ont des clips mais incroyables, Twice pareil, et NMIXX derrière, les pauvres, elles essaient de suivre. Donc ça dépend aussi des agences, ce qu'elles décident de faire, et des fois elles sacrifient un peu des artistes. Malheureusement, c'était ce qui était arrivé avec GOT7, qui ont fini par partir parce qu'en fait, juste vous vous occupez pas bien de nous, on se casse en fait, tout simplement. Et ils ont eu cette force aussi de toujours rester ensemble et de toujours s'appeler GOT7. Je rebondis en même temps sur le chat qui a des questions. J'en ai vu une. Wait. C'est déjà dur. On nous demandait quel était le groupe qu'on trouve trop surcoté et sous-coté. Il y a des regards déjà. Vous n'avez pas vu l'audience, mais l'audience est en train de se regarder en mode moi, il y a des groupes que je mentionnerai pas. Je sais pas. Pour les groupes surcotés, en vrai, je pense que c'est plus le cas maintenant parce qu'on est en 2024 et je trouve que tous les groupes qui sont actuellement populaires ont énormément travaillé. Tu vois, moi il y avait des groupes quand j'étais plus jeune que j'aimais pas forcément et que je me disais mais pourquoi elles sont super connues alors que c'est pas faux. Par exemple, j'ai jamais été très fan de Lovelyz, tu vois. Ah, je les ai jamais écoutés. Hachu a été un des plus gros hits en Corée du Sud. Et moi, je comprenais pas. Enfin, j'ai jamais été très fan de Lovelyz. Mais pourtant, maintenant, j'adore le groupe, j'adore leurs chansons. Je suis Miju, qui est en fait, aujourd'hui une des idoles les plus connues. Elle vient de là. Mais oui, Miju fait partie de Lovelyz. Moi, je suis toutes les news de Miju, je like tous ces trucs. Elle est géniale en plus, mais c'est ça. Mais et pourtant, à l'époque, je me disais mais pourquoi je comprends pas. Moi, je trouve qu'elles sont pas des bonnes performeuses. Je comprends pas pourquoi elles sont aussi connues et j'aime pas trop leurs chansons, tu vois. Et elles avaient une telle popularité avec Hachu, alors qu'à côté, désolé, mais il y avait A-Pink avec des chansons aussi super bien, tu vois. Non mais après, c'était au moment où il y avait que des concepts hyper cute comme les chansons de Oh My Girl, Yeoja Chingu, donc J-Friend, A-Pink, Lovelyz. Donc il y avait que des groupes comme ça. Donc il y en avait tellement que je me disais mais non, pour moi mes préférés c'était A-Pink à cette époque-là. Donc je pense que c'est peut-être pas moi qui les pensais overrated, c'était plus j'ai préféré A-Pink. Ouais, t'as juste préféré quoi. Ouais, on va pas se mentir. Je réfléchis mais j'en trouve pas. En fait, c'est plus des chansons où je vais me dire pourquoi ça marche ou d'autres c'est dommage qu'elles marchent pas bien, mais les groupes, j'avoue que mais par contre pour les groupes underrated, je l'ai dit au moins 20 fois, mais One Pact, donc c'est un groupe avec 5 membres, dont un membre qui est très connu actuellement qui s'appelle Jae Chang, qui a fait un survival qui s'appelle Build Up, qui a une voix de dingue. Et One Pact en fait a des chansons qui ressemblent beaucoup aux chansons de la Second Gen. Donc si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à écouter cet artiste-là. Toi, dans tes groupes underrated actuellement? Je sais pas. Underrated? Ouais, y a pas des groupes que t'écoutes où tu te dis ah ouais mais moi j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus connus. Qui? Fantastic Boy. Ah ouais, mais alors toi. Non mais parce que Laureline est très fan de Fantastic Boys. En vrai, leurs chansons sont super bien. Mais oui, elles sont cool. Je sais pas s'ils vont vraiment décoller. Mais non mais surtout qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le survival, donc Fantasy Boys. Ils sont fantastiques. Fantasy Boys viennent du survival Fantasy Boys. Et en fait, il y a eu beaucoup de drama dans le survival parce que, c'est pas forcément les membres. C'est les membres les plus populaires qui ont gagné, mais pas forcément les membres les plus talentueux selon les spectateurs. Je n'ai pas regardé le Survival en entier, j'ai regardé qu'un épisode, ça m'a saoulé, j'avoue. Et Laureline adore Fantasy Boys. J'aime beaucoup. Voilà, mais ce serait lui que je dirais un peu underrated, mais bon, est-ce que il mérite vraiment de passer devant d'autres groupes? Je suis pas sûre, tu vois. Je suis pas vraiment sûre. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez des groupes, vous, que vous trouvez Highlight. Ils sont pas du tout underrated. Ils sont pas underrated. Non. Alors là, non. Alors Maëlys, juste en face de nous, vient de dire que Highlight était underrated. Moi, j'aimerais te raconter une petite histoire, Maëlys. Maëlys est fan de Beast depuis très longtemps. Quand je suis partie voir EXO en 2013 pour la promotion de Growl, d'accord, il y avait en même temps le comeback de Beautiful Night. Elle est géniale. Qui est une chanson géniale. Ouais. Pour pouvoir. Tu te fais engueuler. Alors, pour EXO, pour avoir accès au live show, d'accord, fallait juste avoir l'album. Tranquille. Tu vois, tu peux rentrer au live show, t'as juste besoin de l'album, tu fais la queue et tout, tu peux regarder, voir EXO performer en live, Anki, Gayo et tout, trop bien. Pour Beast, il fallait le membership card,
le lightstick, l'album en digital, l'écharpe, il y avait le collier, il y avait le t-shirt, il y avait une carte aussi en plus à avoir, et je crois qu'il y avait 2-3 autres trucs à avoir en particulier pour pouvoir avoir accédé juste pour faire la queue. Mais ça, c'était quand, ça? Et ça, c'était en 2013. Voilà, 10 ans plus tard. Oui, non, mais et je suis désolée, Move Your Body a super bien marché sur TikTok, sur Instagram. Moi, je pense qu'ils sont pas du tout underrated. Ils ont une carrière de dingue. Les mecs, ça fait 15 ans qu'ils existent et ils n'ont pas... Enfin, ils gagnent toujours autant d'argent. Oui, mais je pense que... toujours autant d'argent. Ils gagnent certainement plus d'argent que sur Space One. C'est juste que comme c'est vrai que maintenant, ils font un peu partie des darons de l'industrie, peut-être qu'ils sont un peu moins mis en avant. Mais là, avec leur comeback, qui a bien... Voilà, tu vois, on trouve un terrain d'entente. Mais avec leur comeback, c'est vrai qu'il a énormément bien marché. Moi, j'ai vu passer la trend 1000 fois. Mais comme il y a plein de nouveaux petits groupes aussi, ça reste de la seconde gen. De toute façon, donc on est à la 5e, donc ça date un peu. C'est les darons, ils sont toujours très respectés, mais c'est vrai que peut-être moins mis en avant. Ils sont pas underrated. Underrated en France actuellement. Oui, mais parce que après le groupe il date de 2009. Mais tu sais, quand c'était sorti, moi je me rappelle, tout le monde était fan de Beast. Il y avait plus de beauties que de. Mais laisse-la dire aussi. Non, mais faut dire les mots. Oui, c'est vrai. Dans le podcast, je suis désolée. Et ça changera à la saison 3. Exactement. Voilà. Highlight, on les adore d'amour, vraiment, et ils sont incroyables. J'ai vu une question qui a pareil été posée par Lisa Aesthetic. Quelle chanson de One Pack tu pourrais proposer? Rush to You. C'est leur dernière chanson, enfin dans le dernier comeback, dans leur début en fait. La chanson aussi, c'était la question: quel groupe aimeriez-vous voir revenir sur scène? Revenir, c'est quoi? C'est des vieux groupes qui ne performent plus ou... Ouais, je pense. Moi, j'étais très contente parce que Kara est revenue et moi j'aimerais bien 21 en fait. Franchement, 21, tout le monde les attend. Faites un comeback. Elles ont fait une photo pour leurs 14 ans, leurs 15 ans. Et tout le monde était en mode I thought it was a comeback announcement. Et non, c'était juste des photos ensemble. Raté. Mais tout le monde attend le comeback de 21. On vous attend. Les gens vous attendent. Revenez. Et toi? Je réfléchis. J'aime bien les M-Black. Ah ouais. Oui, mais c'est pour ça. Le frère de Dara. Donc voilà, ramener 21 et M-Black. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus beaucoup de M-Black. J'aimerais bien. Waouh, quoi, on est vieille. Il y avait écrit tout à l'heure, est-ce qu'on connaît Young Post? Oui, et moi j'adore. J'aime trop. Leur concept est trop marrant. Macaroni Cheese, c'était hyper drôle. Pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Young Post, donc c'est un groupe qui a débuté l'année dernière, il me semble, et leur concept est très hip-hop. Elles ont sorti leur dernier comeback, c'était XXL, et le clip est trop what the fuck. Genre, j'adore. En fait, moi je pense que j'aime beaucoup les clips what the fuck dans la K-pop. et vraiment, Young Post, c'est vraiment le clip what the fuck. Enfin, XXL, pardon, c'est vraiment le clip what the fuck. Enfin, elles deviennent géantes. Ensuite, il y a un camion qui écrase tout le monde. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à le regarder. On a eu une question aussi. Est-ce que YG a rempli vos attentes avec Baby Monster après Blackpink? Pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un oui. En fait, franchement, je vais pas vous mentir, avant qu'elle débute avec Chiche, j'étais hyper sceptique. Tout le monde le sait. Quand il y avait Batter Up, comment s'appelle la chanson de l'hiver? Stuck in the Middle. J'étais hyper sceptique en me disant non mais alors là c'est ça qui nous ont sorti, alors que Blackpink, le début c'était quand même Boombaya. Et en fait, Chiche trop bien. Parce que je pense que tu n'as pas regardé les lives de Chiche, mais si tu les regardes, surtout que je suis désolée Roland, mais c'était juste après Coachella, les Séraphimes, il y a eu les fameux lives de Baby Monster, où Ion sort des notes juste dingues, et elles sont, mais vraiment, on peut ne pas aimer Chiche en elle-même, la chanson n'est pas forcément la chanson, je pense pas que ce soit la meilleure chanson K-pop, on va pas se mentir, mais franchement, elles sont incroyables. Oui, si, c'est des bonnes performeuses. Ah non, mais elles sont incroyables. Vraiment, c'est vraiment des idoles de la fifth gen qui chantent, qui dansent. Non, mais oui, mais du coup, je préfère maintenant Batter Up, que j'aimais pas au début, mais maintenant j'aime beaucoup. Stuck in the Middle, j'ai fait. Moi, j'arrive toujours pas Stuck in the Middle. Bah non, mais moi non plus, moi je peux pas. Et Chiche, en fait, j'aime bien les couplets, mais pas le refrain. Le refrain, il casse tout, je trouve. Ouais. C'est juste ça. Ouais, mais it grows on you. En fait, je pense que le pré-chorus est tellement bien
Ouais, c'est ça. Que genre ça rentre dans toi. Voilà, mais après t'as le chiche. Genre, bah non. Non, je suis désolée, mais non. Chiche. Non, j'aime pas ça. Non, je suis désolée. Ah, Sonia Shide, on nous dit Sonia Shide. Ouais. Oui, mais elles vont revenir, c'est sûr. Oui, mais bon. Quand Quand Ouais, bah ouais, moi en vrai j'aimerais bien aussi Wonder Girls, tout le monde sait que je suis très fan de Wonder Girls, oui, mais moi je pense qu'il y a moyen qu'un jour elle fasse un comeback. J'avais espéré pour les 15 ans, mais ça s'est pas passé, mais donc j'espère pour les 20 ans. En vrai, c'est possible. J'avoue, ouais. Voilà. Why not? Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'on a récupéré le micro d'ailleurs, tu vois? Oui, il est toujours là. À droite, il y a une question là-bas. Oui. Avant, vous parliez de cycle. Là aussi, je pense qu'on est dans un cycle dans le type de groupe, notamment au niveau des performances. Parce qu'au niveau de la 3e gène, on était beaucoup focalisé sur, au niveau danse, on attendait des acrobaties. Oui. Je pense notamment à GOT7 avec leur salto. Ou... Speed aussi, qui faisait beaucoup ça. Effectivement. Et là, avec le... Bon, ce qui s'est passé avec le Seraphim, où on s'est rendu compte que c'est un groupe qui est très... surcoté, mais que vocalement, pardon. Moi j'aimerais juste pour moi elles sont pas surcotées. Moi je pense que juste la chanson était pas adaptée à leur vocal range, parce que en fait on voit Chaewon dans Ice One, elle performait super bien. Yeonjin, moi je l'ai vu dans plein de perfs aussi, elle performe bien. Je pense que la chanson n'était vraiment pas adaptée, et je pense que le stage de Coachella n'était pas adapté. C'est surtout ça, parce que quand elles sont revenues, c'était ouf. Elles se sont vraiment bien, elles ont bien travaillé, donc c'était mieux. C'est juste que bon, il y a les backtracks qui étaient très forts. Non. Oh non, arrête. Merci de pas mentir comme ça. Les backtracks étaient beaucoup plus forts. Non, moi je pense que les chansons de les Seraphim, comme dans la K-pop, souvent les chansons sont pas choisies par les chanteurs. C'est l'agence qui choisit la chanson. En fait, ils disent voici le concept pour votre comeback. Voici ce que vous allez faire. Et ils achètent la chanson sans vérifier si la chanson est dans la bonne capacité vocale de l'artiste en fait, finalement. Et maintenant, c'est même une course, j'ai envie de dire, à la performance, parce que tout le monde cherche à entendre la vraie voix des artistes sur scène. Bien sûr. Et c'est normal, parce que c'est des chanteurs. Oui, ils sont censés chanter. Effectivement. Je pense, là, il y a un nouveau groupe qui va débuter. Il me semble c'est Bad Villain. Ouais, Bad Villain. Ouais. Elles dansent essentiellement. Elles dansent super bien. Mais après, niveau chant, c'est vrai que les danses qu'elles font, c'est impossible de chanter en même temps. Bien sûr. Sans être essoufflé. Et même Elite, moi j'ai toujours vu le drama, j'ai pas vu bien, mais pareil, il y a cette question de on débute des groupes mais ils savent pas chanter ou... Bien sûr, mais après moi j'ai toujours ce respect, parce que je me dis, moi je pourrais jamais faire une seconde de ce qu'ils font, parce que chanter et danser, je pense que c'est très dur. Je pense qu'il faut une préparation physique. Enfin, moi, je suis allée au concert de Taylor Swift. Taylor Swift, en fait, pour la préparation de son concert, elle disait qu'elle faisait tout son concert sur un tapis de course, tous les jours. Tous les jours, elle a fait ça pendant 3 mois, je crois, avant de performer son concert, parce qu'elle savait que pendant 2 heures elle allait chanter en fait à son concert, et c'est pour ça que tout son concert est quasiment live, mais parce qu'elle a fait la préparation physique. Pour des groupes comme Stacy qui chantent à 100% aussi en live tout le temps, on les voit en fait dans leurs vidéos de training courir et tout, et chanter leurs chansons en courant aussi, et je pense qu'en fait beaucoup d'idoles n'ont pas le temps avec, désolé mais les Seraphim, elles sont à gauche, à droite, elles ont leur variety show, elles ont les CF, les pubs à tourner, elles enregistrent je sais pas combien de chansons avec je sais pas combien d'artistes. Je pense qu'elles n'ont pas le temps de s'entraîner en fait, et je pense que les chansons n'étaient pas adaptées, ce qui est complètement différent avec la SM qui commande des chansons en fonction des capacités vocales de leurs artistes. Souvent ce qu'ils font en fait, c'est le système de song camp, donc ils vont dire ok, alors nous on veut faire le nouveau comeback de NCT, on va appeler 5 producteurs, les 5 producteurs ils viennent, ils restent pendant 2 semaines dans une pièce, voilà. Et ils vont produire la chanson tous ensemble, et en fonction des capacités vocales des artistes, et je pense que Hybe fait pas ça. Je pense que Hybe, ils écoutent une chanson, ils se disent oh Easy c'est sympa, allez on va la donner à les Seraphim, et beaucoup de gens ont dit mais Easy c'est une chanson de boy group, trop bizarre qu'il l'ait donnée à les Seraphim. La Corée c'est une Corée de boy group, la chanson c'est une chanson de boy group, ça n'a pas trop de sens que ce soit les Seraphim qui la chantent, et je pense que c'est pour ça que c'est pas adapté, et d'où le fiasco de Coachella. Ah oui, fiasco carrément. Ouais. Après, désolé, mais tu fais Coachella,
sais qu'en plus après tous les commentaires c'était quand Kiss of Life a performé ou Baby Monster, tout le monde disait justement c'est elle qui aurait dû aller à Coachella. Tu vois, au bout d'un moment ça reste une très bonne pub si tu performes bien, notamment par exemple pour Blackpink ça a fait leur carrière et ça a fait leur réputation à l'international. Les performances de Coachella qu'elles ont fait, elles ont des millions, des milliards de vues sur leurs performances de Coachella. Là les Seraphim ça les a desservis en vrai, parce que tout le monde, tu te rappelles de la fancam de Momo après Sexy, c'était quelle chanson? C'était Fancy? Non, c'était I Can't Stop Me, je crois. Donc c'était un encore stage où Momo devait chanter, et Momo elle chante mal, mais pas parce qu'elle chante mal, mais parce que elle est prise de cours, et je pense que elle fait... il y en a plein des artistes qui ont eu ça, hein. Et c'est normal parce qu'en fait mais après c'est totalement normal de faire une fausse note, enfin t'es humain, tu vois, bien sûr. Et elle fait une fausse note, et tout le monde a dit mais c'est pas possible, faut qu'elle prenne, enfin elle s'est fait backlash à tel point qu'elle a eu peur de chanter pendant très longtemps. Donc je pense que tu vois, à contrario, t'avais une mauvaise pub. B2B, Chunks Up, qui pareil. Mais bien sûr, mais toi aussi tu parles de B2B. Ah oui, mais bon, écoute, mais qui eux ont joué là-dessus parce que pareil, Chunks Up, c'est un putain de bon vocaliste, et à un moment, il a eu la voix qui a un peu déraillé aux répétitions, qui en plus il y a du public qui est là. Et en fait, ils se sont dit vas-y, ça va faire rire, on va faire pareil pour le live vraiment actuel. Et à la fin, il a fini vraiment avec la voix qui déraille, et c'est génial, tu vois. Il y en a qui arrivent à jouer de ça sans partir sur des. Ouais, bien sûr. Mais des dramas comme ça. Mais je pense que c'est dommage parce que pour les Seraphim, ça devait leur faire une super belle pub. Ouais. Et finalement, ça les a desservis parce que je pense que l'agence les a pas assez préparés. Et c'était le cas aussi avec Aespa. Hein. Aespa, quand elles ont fait Coachella, tout le monde les a descendus parce qu'elles n'étaient pas assez préparées. A contrario, 80's a fait Coachella en même temps que les Seraphim, et c'était génial. Tout le monde a dit je suis devenu fan de ce mec-là, de Jungho, of course, parce que Jungho a la capacité vocale de faire un Coachella. Mais c'est surtout aussi qu'il y en avait plein des fans coréens qui n'étaient pas au courant que 80's performait aussi à Coachella, et en fait avec le scandale, le drama de le Seraphim, ça a complètement mis l'ombre sur 80's qui ont vraiment fait des scènes de dingue et qui ont géré du début à la fin, et en fait personne n'a parlé d'eux, les gens n'étaient pas au courant parce qu'il y a eu le Seraphim. Donc plein de gens, plein de ethnies ont gueulé. Ouais, mais moi je suis d'accord, moi je trouve que sur ma For You page il y a eu que Coachella, les Seraphim, alors qu'en fait 80's, j'ai cherché bien sûr la vidéo, mais sur mes For You il n'y avait pas du tout de 80's à Coachella. Alors qu'ils étaient officiels. Et j'ai une dernière question. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir davantage de groupes inspirés de la K-pop? Donc vous avez fait référence à Starseeds, mais est-ce qu'il y en aura d'autres? Parce que Starseeds, bon... Non, dis ta pensée profonde. Non, on te voit. Non, mais... Je sais. Non. C'est subjectif, les goûts et les couleurs. En fait... c'est cool d'avoir fait un girl group inspiré de la K-pop, sauf que le public français n'écoute pas totalement de la K-pop, et du coup d'avoir lancé, en fait elle cible une audience coréenne, enfin je sais pas comment dire, le public français n'a pas encore les codes du public coréen, c'est-à-dire que le public coréen, ils aiment la K-pop, ils vont acheter tout le merch, ils vont suivre les artistes, ils vont faire toute la promo. En France, les artistes, ils font pas des performances toutes les semaines au Music Bank, ils n'ont pas cette opportunité. Les Starseeds, leurs chansons passent pas à la radio. Non. On va pas encore. Bien sûr. Les portes ne sont pas encore suffisamment ouvertes. On a fait la dire même qu'en culture, France, l'industrie musicale française n'a rien à voir avec l'industrie musicale coréenne, donc forcément, ça va pas fonctionner de la même manière. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Voilà, et que sinon, c'est juste des groupes de pop classiques qui dansent et qui chantent. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'avenir de la K-pop, c'est que aujourd'hui, de nombreux groupes s'inspirent de la méthodologie K-pop. Il y a un groupe qui est hyper connu aux États-Unis qui s'appelle Boys World. Boys World, c'est hyper, enfin c'est de la K-pop sauf qu'elle chante en anglais et que c'est pas des coréennes, mais ils les ont mis dans une baraque pendant 1 an, elles ont pris des cours de chant, d'art dramatique et tout, elles étaient filmées comme avec des vlogs comme pour les idoles de K-pop, et elles ont débuté pareil avec des chorés, avec des concepts très similaires à la K-pop. C'est le cas pour Starseeds aussi, hein, c'est la même idée qu'ils ont fait avec l'entraînement et tout, et moi je pense que
le système en France n'est pas encore fait pour ça et ne sera jamais fait pour ça parce qu'en France on fonctionne pas comme ça, il y a que les victoires de la musique mais je pense que de plus en plus de gens vont s'intéresser à ces groupes-là, ils vont avoir un following, même si c'est local, parce que c'est le cas avec moi je prends l'exemple du Vietnam. Au Vietnam, donc la V-pop au départ c'est 100% inspiré de la K-pop. T'as un groupe, un chanteur qui est hyper populaire là-bas qui s'appelle Song Tung MTP, qui est un copier-coller de G-Dragon, d'accord. Genre il y a des clips concrètement, il a juste pompé et il a sorti G-Dragon. Mais vraiment genre, mais tout le monde le savait. Hein, même lui il disait que sa plus grande inspiration c'était GD, mais genre c'était du plagiat quoi. C'était le même type de chanson, les mêmes types de clips, il faisait la même chose que GD, tu vois. Mais il appelait le GD du Vietnam. C'était il y a 10 ans, tu vois. Et aujourd'hui... J'ai dit oui. Ouais. T'es mauvaise. En vrai, c'était très sympa hein, ce qu'il faisait. Je connais pas. Et en vrai, il a des chansons très sympas. Il a même fait un feat avec Snoop Dogg et tout. Ah oui, ok, je retire ce que j'ai dit. C'est un gros artiste. Hein. Okay. C'est pas un petit gars. Hein. C'est vraiment... c'est leur Julien Doré, tu vois. Non. Qu'on replace quand même où est ce gars-là quand même. Et donc, ce son MTP a vraiment ouvert les vannes pour développer la V-pop, qui est aujourd'hui un genre de musique qui a la même méthodologie que la K-pop, c'est-à-dire qu'en gros les gens s'entraînent, ils font training, machin, ensuite ils ont un teaser, ensuite ils débutent comme dans la K-pop, sauf qu'il n'y a pas tout le système de vote, il n'y a pas tout le système de merch, de CD et tout, mais ils ont des énormes following pour les concerts, pour les events ou pour le streaming, parce que en fait l'univers visuel et la production a été inspiré de la K-pop. Après, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends et même les musiques sont inspirées que de l'univers, de la culture vietnamienne. Tu vois, par exemple, c'est les chansons, une des chansons qui a super bien marché et que vous connaissez certainement, c'est Si Ting, qui est une chanson de TikTok, c'est Ting 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 Ting. C'est une chanson vietnamienne. Et cette artiste, Hoàng Thùy Linh, est une artiste qui a une production visuelle qui est digne des clips de K-pop parce qu'elle met des millions d'euros, de dollars dans ses clips. Elle a été aussi entraînée comme dans la méthodologie K-pop, chant, danse et tout. Elle produit ses propres chansons, mais aujourd'hui, tu regardes un clip de Hoàng Thùy Linh, tu regardes un clip de K-pop, c'est la même chose, tu vois. Elle s'est pas inspirée de la K-pop parce que quand tu regardes le clip, ça reste un clip vietnamien avec l'univers du Vietnam dedans, mais ça reste la méthodologie K-pop qui a été utilisée pour produire ces sons-là, pour produire le clip. Donc je pense que c'est ce qui va arriver. Je pense que de beaucoup plus d'artistes en fait vont s'inspirer de la K-pop pour produire en fait. Et c'est le cas par exemple avec Angèle. Angèle, qui est une artiste française. Non, belge. Belge, oh putain, je suis folle. Tu vas déclarer la guerre là. Elle est belge, excusez-moi, qui est une artiste francophone, c'est ça que je voulais dire. Angèle est une artiste francophone. Tous ses outfits, ils sont inspirés de Blackpink. I'm sorry, but on le voit même dans la vidéo. En gros, t'as une vidéo qu'elle a fait avec Chanel où elle dit oui, bah voilà les tenues que j'aimerais bien avoir pour ma tournée. Les 3/4, il y a Blackpink dessus. Voilà. Elle sait où elle est. Donc et je pense qu'elle l'assume. Il n'y a pas de honte du tout à s'inspirer de Blackpink, je pense. Mais il y a quand même cette volonté et cette inspiration qui est prise des artistes de K-pop qui est très très forte aujourd'hui. Après, moi j'ai envie de dire, il faut que ça soit bien fait parce que en préparant l'épisode, je suis tombée sur un groupe que je ne connaissais pas de K-pop français qui n'a pas trop fonctionné, je pense, s'appelle Alive. Avec Murphy dedans. C'était il y a très longtemps. Oui, c'était il y a très longtemps. Non, 2016. Bah oui, c'était il y a longtemps. C'était avant 2016. J'étais au lycée. Je te promets que j'ai vu un clip qui datait de 2016. D'accord, ok, mais leur premier clip c'était genre 2011-2012. Je sais. Leur premier clip c'était 2011-2012. Je sais, oui, 2010 même, je pense. Ouais, ils ont été formés en 2010. J'étais au lycée. Et c'était un peu gênant parce qu'en fait, tu vois qu'ils ont voulu copier, mais il y avait une ambiance un peu cheap. Mais non, mais c'est comme Yoon. Ça dépend. Comme qui? Yoon. Yoon. Je vais couper l'eau au couteau. Tu connais pas? La chanteuse Yoon. C'est une française. Ah oui, je vais couper l'eau au couteau. Ah, elle dit ça. Ouais. J'ai pas écouté les paroles. Vous connaissez pas? Pour les gens qui ne connaissent pas, ce contexte, donc vous avez Yoon, raté. c'est la première artiste. Non mais c'était tellement drôle. C'est trop drôle. Yoon, c'est la première artiste de K-pop française. D'accord, c'est vraiment la première artiste de K-pop française. Elle a été labellisée comme ça et c'était vrai parce que c'est la première artiste française à chanter en coréen. Donc en gros, il y a eu des clips qui ont été produits, des chansons et tout, et elle chantait en coréen avec un accent très français, hein. Mais c'était une vraie artiste. Vous pouvez taper YUN. Ah bon?
Ah, trop cool. Après, elle chantait bien, hein. Elle chantait bien, c'était juste que c'était très mal fait. En fait, je pense que c'est ça la différence. Ouais, la prod était pas bien faite. Je pense en fait, c'est ça. Il y a tellement de standards maintenant avec nous, les fans de K-pop, et on a de telles attentes. Il faut les atteindre, quoi. Et t'as le cas avec aussi Catchy. Catchy, c'est un groupe de K-pop anglais avec des anglaises. Et c'était pareil, c'était mal produit. Mais c'est pas la faute des filles. Enfin, je pense, pour moi, il faut pas hate on the girls, tu vois. Faut pas hate sur Yoon, sur Catchy, sur Star City. L'histoire, c'est quoi? C'est principalement quelle est la qualité de production, en fait, derrière. Est-ce que c'est produit par... Parce qu'aujourd'hui, dans la K-pop, quand on parle de la K-pop, les chansons, elles sont achetées à des producteurs scandinaves ou des producteurs coréens ou des producteurs américains. La qualité des clips, ils mettent le budget d'une pub de luxe dans chaque clip. Enfin, pour vous le dire, moi je travaillais dans la pub. Le budget d'un clip de Blackpink, c'est le même budget que pour une très grande marque de luxe française, alors que c'est un clip de 3 minutes. Et là, pour par exemple Baby Monster, ils ont dit que c'était un des clips les plus chers qu'ils avaient jamais sorti de leur vie. Donc je pense qu'on devait être à 2-3 millions d'euros, tu vois, pour un clip de K-pop. Soyeon de J-Idol a dit que le clip de Super Lady, c'était le clip le plus cher qu'ils avaient payé, et pareil, c'était 1,5 million d'euros. Et c'est énorme comme budget. Il y a même des films français qui n'ont pas ce budget-là. Donc je pense qu'on oublie quand même l'argent qui est mis dans l'industrie coréenne que nous n'avons pas. Qu'on n'a pas, clairement. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas le même rapport non plus à la musique et aux artistes. Il y a plus... Oui, bien sûr. Mais je pense, pour revenir à ta question, que ça va se développer en France parce que les gens vont s'inspirer de ce qui a été fait, de l'univers visuel et de la production, la qualité de la production musicale. Quand on me demande souvent pourquoi je suis fan de K-pop, je dis mais vous avez déjà écouté une chanson de K-pop? Vous avez déjà remarqué qu'il y a au moins 5 beats différents, 3 mélodies, je sais pas combien de changements. Enfin, tu prends une chanson genre Next Level. Tu prends même là Ascendio, il y a plein de mouvements différents dans la chanson. C'est tellement intéressant de voir comment les chansons de K-pop sont construites comparées aux chansons françaises. Désolé, attends, est-ce que c'était bon pour toi du coup? On avait répondu à ta question. Répondu à ma question. Merci. Je te laisse donner le micro derrière. C'est pour revenir un peu question financement et autres sur l'avenir de la K-pop. Oh là la compta. Et aussi avec les scandales qui sortent par moment, est-ce que pour vous tout ce qui est... Je suis la première à acheter tout ce qui est merch. Est-ce que pour vous tout ce qui est album... Et tout ça, et tout ce qui est scandale qu'on peut avoir dedans avec l'évolution des photocards qu'il y a eu et le fait qu'on achète avec les fan calls, les fan signs, des centaines d'albums qui permettent une manière de financer les clips qui sont... les clips et la production musicale, la production, mais qui en même temps permet aussi de manipuler les charts, tout simplement. Est-ce que ça va rester... Ça les manipule pour les music banks et autres, parce que ça compte énormément. Mais après, c'est normal. De plus en plus. C'est normal aussi. C'est le jeu. Hein. Est-ce que ça va rester dans l'univers, ou est-ce qu'ils sont en train de changer avec tout ce qui est Bubble et les autres qui remplacent les Weverse et autres où on peut payer les connexions, aussi avec les Wave aussi, les Play, tout ça. Du coup, il y a un peu de questions, ce côté-là. Est-ce que ça va rester les albums, ou est-ce qu'ils vont changer en passant sur le côté, en cherchant à faire payer les fans sur des... d'être plus proches, et où il y a un deuxième effet qui se coule qui est derrière, c'est quand, et du coup ça scinde aussi la K-pop, où on a la K-pop des fans coréens, où derrière il y a une grosse envie de participer à ces fan calls, à tous ces trucs payants pour pouvoir être au plus proche, et ça engendre des sasaeng qui sont dedans, et les fansites et les sasaeng, et les plays aussi, ça permet aussi à faire les idoles à comme on veut, et faire aux idoles ce qu'on veut pour plaire à ces personnes-là. Et ça scinde la K-pop en deux, en fait. Ceux qui veulent pas aller dans ce marché-là, et ceux qui rentrent aussi. Après, pour moi, comment je le vois, et surtout, ça fait 20 ans que l'achat d'albums existe, enfin même plus de 20 ans, 30 ans. 30, je parle pour la K-pop, les années. 30 ans du coup. Les photocards, ça existe depuis 10-15 ans, même pas. Le lightstick, le premier lightstick, c'est Big Bang. Donc le merch, c'est très récent. En fin de compte, les gens s'en rendent pas compte, mais le merch n'a que 10-15 ans. Vraiment, c'est très 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 récent, parce qu'avant ils n'avaient pas de lightstick, ils avaient des ballons, elles avaient des fois des anoraks, mais c'est tout quoi, mais elles n'avaient pas vraiment de merch. Je pense que ça va continuer. Aujourd'hui, la K-pop, c'est le seul
la seule industrie avec le Japon et l'Inde à faire plus 30% de vente de CD tous les ans. On est tous participants pour cette vente de CD. Je vous regarde tous parce qu'on est tous fautifs. Non, au contraire. Mais après, je pense que ce qui est intéressant, c'est que la K-pop, c'est un genre de musique qui est tellement physique finalement que c'est la force de la K-pop, les CD. Les CD, s'il n'y avait pas de CD, il n'y aurait pas de K-pop. S'il n'y avait pas les photocards, il n'y aurait pas de K-pop. La collection fait que les gens continuent de vouloir avoir la propriété. Et en fait, avoir le moyen de posséder sa musique, c'est-à-dire le CD, la photocard, le photobook, c'est le seul moyen pour que la K-pop perdure finalement. Est-ce qu'ils vont faire évoluer cette partie-là où justement on voit sur les réseaux, les news et tout ça, où il y a des centaines et des centaines d'albums qui sont jetés et qui sont perdus juste pour aller dans les fan-calls. Est-ce que cette partie-là va justement évoluer? Oui, ça évolue parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour l'album Jack in the Box de J-Hope et pour plusieurs albums qui sortent maintenant, il y a plus en plus d'albums qui sortent avec que les photocards, où ils ont plus CD, il n'y a plus le photobook, rien, il y a juste la photocard et ils vendent la photocard avec le CD en digital. Et donc ça change vraiment parce qu'ils voient en fait tous ces albums qui sont jetés. Je pense que tu parles des albums de Seventeen lors de l'achat des 5 300 000 CD. Moi j'en ai connu parce que j'ai vécu en Corée du Sud et j'ai suivi des groupes aussi, donc j'étais aussi des fan calls et j'ai connu des fan sites où on allait au Japon et pareil, elles achetaient parfois des milliers et des milliers et en fait elles me disaient on laisse tout dans les hôtels en fait. Ouais, ça m'étonne pas. On se trimballe pas tout. Ouais, non, mais ça m'étonne pas du tout. La planète. Après, je pense que c'est aux agences de changer ça, parce qu'ils savent que finalement les gens achètent que les photocards pour faire que des albums en version juste photocard. Après, c'est vrai que beaucoup de fans achètent les CD parce que c'est un objet de collection, c'est un bel objet et c'est agréable d'avoir son CD à la maison. Donc je pense que ça va continuer et que ça sera pas du tout... pour l'avenir de la K-pop, je pense que les CD vont continuer à jouer une grosse part. Parce que la collection, c'est important en fait. Non, mais c'est ça, ils ont développé un nouveau mode de consommation et même si t'as plus rien pour écouter ton CD, tu l'as quand même à la maison. Quoique, il y a quand même eu ça, les CD que tu mets au mur. C'est spécial K-pop pour pouvoir les écouter et tu les laisses sur ton mur. Mais c'est tout un nouveau mode de consommation et là, il me semble que Taylor Swift s'est mise aussi à faire des photocards. Ouais, exactement, pour l'album de Torture Poet. Voilà. Donc du coup, Sheeran aussi sort des albums et des albums aussi avec des photocards. Disque vinyle. Lindsey Sterling aussi avec des t-shirts, du merch. Ils en font de plus en plus. Trop bien. Justement. Mais c'est des nouveaux modes de consommation qu'on a aujourd'hui avec la K-pop et ça fait partie du package, j'ai envie de dire, quand t'es fan, c'est vrai que t'as envie d'acheter. Et comme on le voit, si Taylor Swift l'a fait, Taylor Swift, pendant son concert, elle avait le wristband avec la Bluetooth, qui est très similaire à ce qu'on a dans les élastiques. Elle a fait, comme on a dit, des photocards pour The Torture Poet Departments. Tout ça, c'est inspiré de la K-pop. Donc je pense que si les gens s'en inspirent, c'est que ça fonctionne et donc que ça va continuer. Enzo avait une question. Alors, c'est pas trop une question, c'est plus une remarque par rapport à dont on parlait les Français dans la K-pop ou dans ce milieu-là, dans l'inspiration. Il y a pas longtemps, sans citer la créatrice ou quoi que ce soit, il y a eu une vidéo YouTube qui a très très bien fonctionné, où ils ont invité 9 artistes, chanteurs, mais qu'on peut connaître parce qu'il y avait une membre du groupe de Crew Impact, un membre de Rising, qui devait du coup faire une sorte d'audition pour pouvoir après produire leur musique et tourner un clip version K-pop parce que tout était axé sur la K-pop. Une sponsor, c'est pour ça que je ne cite pas la créatrice parce que voilà. Ok. Et c'est vrai que c'est vachement répandu, etc. Alors pour l'instant, je crois que le clip est pas sorti ou je l'ai pas vu, mais j'ai regardé un peu la vidéo pour voir. Est-ce que du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment bénéfique ou est-ce que c'est juste Je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur ça, je t'avoue, ça m'a pas fait... J'étais pas au courant de ça. En fait, je sais pas, j'ai pas trop d'avis en vrai. Parce que du coup, on part du principe que si des artistes, que ça soit du coup français, américain ou quoi que ce soit, commencent à s'inspirer du modèle de la K-pop, et même dans le visuel ou quoi que ce soit, est-ce que ça va pas devenir du coup une trop grosse normalité qui fait qu'à l'heure actuelle, les artistes américains, c'est rare de connaître des personnes qui connaissent vraiment beaucoup d'artistes américains, etc. Parce que tout, entre guillemets, peut se ressembler. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc avoir beaucoup d'artistes de toutes les nationalités qui viennent
sur le modèle coréen, qui reproduisent le visuel du modèle coréen, est-ce que ça va pas juste faire en sorte que le modèle coréen soit de moins en moins populaire sur ce point-là et qu'on soit moins intéressé par ça parce qu'on va le voir partout? En fait, toi, tu es en train de dire, est-ce que la démocratisation de la K-pop va pas faire sa perte parce que tout le monde va faire de la K-pop, c'est ça? Oui, en gros. Ah, ok. En gros, c'est ça. Moi, je pense pas parce que, regarde, en France, le genre musical numéro 1, c'est le rap. Et ça sera toujours le rap. Et dans 10 ans, ça sera le rap. Dans 20 ans, ça sera le rap. La K-pop détrônera jamais le rap en France. Non. Et il faut être honnête avec ça. Et dans plein de pays, c'est comme ça. Hein. En Pologne, tu vas en Pologne, la K-pop est populaire. Mais le genre numéro 1 en Pologne, c'est le disco polo. Et ça restera le disco polo dans 20 ans, tu vois. Enfin, il y a tellement de spécificités dans les marchés locaux, tu vois, avec des genres musicaux qui sont très, très ancrés dans chaque pays. Hein. Là, je t'ai donné juste l'exemple de la France et de la Pologne. Mais t'as plein de pays qui sont comme ça, qui ont leur propre genre musical, qui est très, avec leur propre code aussi, qui sont très populaires, que je pense que juste des artistes avec la méthodologie K-pop vont émerger et vont peut-être devenir populaires, mais ça sera pas, enfin, il y aura pas tous les artistes qui vont faire ça, tu vois. Et puis je pense que les standards sont beaucoup trop. En fait, il y en a qui peuvent tester, mais très certainement, si t'es pas bien entouré, tu peux vite te casser la tronche et ça devient compliqué de suivre le rythme parce que c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans là-bas. Et eux, ça devient une norme. Nous, c'est pas pareil. Et il faut vraiment déjà commencer à changer peut-être les mentalités de consommation aussi, de comment on consomme la musique, comment est-ce qu'on voit les artistes, comme on disait. Et faut voir comment c'est fait. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé et qui est complètement différente, tu vois, c'est que dans la K-pop, tu as la relation idol-fan qui n'existe pas du tout dans aucun autre genre de musique. Même, tu vois, on parlait de Taylor Swift, on peut parler d'Ariana Grande, la relation idol-fan n'existe pas, puisque elle nous doit rien. Enfin, tu vois, moi, je considère qu'Ariana Grande ou que Taylor Swift, elles me doivent rien. Alors que, tu vois, un idol à qui... Enfin, je parle pas de moi en particulier, mais tu vois, beaucoup de fans considèrent que si elle paye les CD, elle paye les fan calls, elle dépense je sais pas combien d'euros en VIP tickets et tout, l'alcool, il doit pas fumer... Ouais, l'idol doit pas fumer en public, tu vois, ou être bourré dans la rue, tu vois. Enfin, parce qu'il a une image à tenir. Je parle même pas de gros scandales, là. Je te parle juste de fumer en live, tu vois. Mais t'as cette obligation de la part de l'idol que la fan attend, mais le fan aussi, il est attendu de lui que il participe, il vote, il achète les CD. Enfin, c'est pas attendu, mais c'est implicite qu'il s'abonne à Bubble. Il n'y a pas du tout ça dans le genre de musique. Enfin, moi, je n'attends pas Daya que, tu vois, elle m'envoie un petit bubble en mode genre coucou. Ça serait trop drôle. J'aimerais, mais je ne pense pas qu'elle aura un compte Bubble dans 10 ans, tu vois. Ah, mais elle a le potentiel. Moi, je pense que si elle faisait Bubble, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se connecteraient à son Bubble et qui achèteraient 10 € mais Ariana Grande et Taylor Swift aussi, bien sûr. Mais après, le problème, c'est que il n'y a pas ce dû. Tu vois, il n'y a pas ce contrat, en fin de compte, implicite, un peu commercial, qu'il y a entre l'idol et le fan dans les autres industries. Il n'existe que dans la K-pop. Mais ce contrat, entre guillemets, il n'est pas que pour les fans coréens. Parce que nous, en tant qu'internationaux... Non. T'inquiète que quand Sunwoo, il dit « Ouais, regardez pas les autres idoles, machin. » Enfin, t'inquiète qu'ils le disent à tous les artistes. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que fans internationaux, et surtout, je pense en France, qu'un idol fume, boit, qu'il ait une copine ou quoi que ce soit, non, on s'en nous, fiche, ça nous dérange pas, bien sûr. Mais t'as des pays où il n'y a pas qu'en Corée que ça les dérange. Hein, tu vois, t'as plein d'autres pays avec des cultures similaires à la Corée du Sud par rapport à ces questions d'alcool, Ouais, bien sûr, et pas que ça, enfin plein d'autres religions aussi, hein. Bien sûr, ouais, exactement. Donc moi je trouve ça pas choquant, tu vois. Mais je pense que ça n'arrivera pas en France parce que déjà en France, tu vois, le rap c'est le genre le plus populaire, mais ça parle de quoi? Ça parle d'alcool, de drogue, de cigarettes, tu vois. Ouais, qui n'a rien à voir. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus d'artistes inspirés de la culture K-pop, enfin de l'industrie de la méthodologie K-pop qui vont arriver. Mais comme disait Laurélie, ça coûte super cher. Il faut prendre en compte que dans la K-pop, donc ils payent la chanson. Non, déjà, ils payent pour le training du groupe. Ouais, déjà. Ils payent pour la chanson, ils payent pour le concept, ils payent pour la DA du concept, du CD, ils payent pour la chorégraphie. Des fois, ils ont 5 chorégraphes, ils vont faire la même choré, ils vont prendre chaque partie de la chorégraphie. Ensuite, après, t'as la com, t'as les débuts de show et tout. Généralement, en fait, quand le groupe ne vient pas d'une grande agence, ils doivent payer pour pouvoir participer aux Music Bank et tout.
tu vois. Donc tu dois payer pour être au Music Bank, pour participer à des variety shows. Il y a eu un peu ce scandale où les gens ont dit oui, c'est sûr que Hybe a payé Elite, a payé Louis Vuitton pour que Elite soit présent à leur défilé, tu vois, pour la com. Donc c'est très cher en fait d'être un artiste de K-pop et de débuter un groupe. Et on le voit avec des groupes comme Triple S ou Luna, franchement, le scandale qu'il y a eu est incroyable parce qu'ils ont mis 1 milliard d'euros en investissement sur Luna. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le groupe n'existe plus. Pas parce que les membres n'étaient pas populaires, pas parce que les membres n'étaient pas talentueuses, principalement parce que l'investissement était trop gros pour avoir un retour sur investissement. Et je pense que les artistes français feront pas forcément ça. Et aussi, en France, on aime trop les singers-songwriters, tu vois. Donc, c'est mort. Voilà. Est-ce que... J'ai une question là. Vas-y. On voit de moins en moins de rôles comme main vocaliste, rappeur, etc. dans les groupes. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que les gens sont all-rounders. Tu vois, mais non, mais c'est trop bien. Non, mais c'est clair. Franchement, pour moi... Ils sont moins dans des cases, on va dire. Oui, mais après, à l'époque, tu prends Dong Bang Shinki, ils savaient tous chanter et tous danser, tu vois. Son Yoshide, bien sûr qu'il y avait des main vocals et il y avait une main danseuse, mais après, elles chantaient toutes, elles dansaient toutes. Enfin, en fait, pour moi... C'est tellement bizarre que la fin de la third gen et la fourth gen surtout s'est tenue vraiment à ses rôles en mode elle est main typique, dancer. hein. Ouais, voilà. C'était typique, c'était la recette qu'il y avait pour que ça fonctionne. Et ce qui faisait que il y en avait qui savaient pas chanter quoi. Les visuals. Il y avait juste des visuals. Exactement. Après il y en a toujours Infinite, le visual il est juste là et puis c'est tout. Après il rappe bien Minkyu. Franchement. Non, tu parles de... Ah non, mais attends, tu as entendu Minkyu. Mais non, tu parles de Myungsu. Oh là là, je crois que tu parlais de Minkyu de Seventeen et j'étais en mode, mais il rappe bien. Non, il rappe bien. Non, je te parlais d'Infinite. Pourquoi tu parles mal de mon mec et tout? Je l'ai pris personnellement, t'as vu ou pas? J'ai eu peur. J'étais en mode, mais pourquoi elle parle trop mal de Minkyu là? Oh Myungsu, oui, Myungsu. Ouais, Myungsu, oui. Par rapport à ça, je pense que c'est aussi le fait qu'on a aujourd'hui beaucoup plus d'endroits pour les idols pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'en gros, avant, une fois que tu allais en show télé, tu allais avec tout ton groupe. Et aujourd'hui, avec notamment Studio Choom, ou alors t'as beaucoup plus d'endroits où les idols peuvent faire montrer leur talent. Ils sont bons. Il y a aussi pas mal d'agences qui laissent les idols faire des cover vocals, etc. Ouais. Et du coup, il y a moins cette nécessité d'être en mode, ok, telle personne est responsable de ça. Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'en fin de compte, quand tu regardes, moi j'adore l'émission Limousine Service. Je sais pas si vous connaissez, c'est une émission en fait de chant où en gros il y a un idol qui est invité toutes les semaines pour chanter des chansons à lui, mais aussi des covers et faire un duo avec l'artiste qui s'appelle Limousine. Et quasiment tout Hive est passé. Quasiment tout Hive est passé, quasiment. Il y a une grosse partie de Zero Space One qui est passée aussi. Et NMIX aussi, il y a une grosse partie de NMIX qui est passée. Parce qu'en fait, dans ces groupes-là, c'est vraiment des all-rounders. Et donc, il est attendu de tout le groupe de savoir chanter et danser. Et puis avec la démocratisation des réseaux sociaux aussi, où ils ont souvent leur compte à eux, où ils peuvent plus partager leur vie, leur univers, leur travail. Donc, c'est vrai que ça aide pas mal aussi là-dessus. Ouais. Ce qu'on n'avait pas avant. Puisqu'Instagram n'existait pas, ni TikTok. Et on voit que ça a changé parce que moi, je regarde l'émission Island, donc Island 2, et la numéro 1, c'est une all-rounder. C'est pas une main vocale, c'est pas une main dancer, elle est all-rounder, elle sait tout faire. Et je pense que c'est ça qui va être attendu des idols. Ouais, c'est ça qu'on leur demande aujourd'hui. Hein. C'est vraiment de savoir tout gérer parce que sinon, on arrive avec des scandales comme on a eu avec le Séraphim. Ouais. Et où en fait, il faut que tu saches chanter, danser, courir en chantant et faire aussi de l'entertainment à la télé, que tu sois drôle, des acrobaties. Que tu sois parfait et en fait ça devient une nouvelle norme aussi, toujours l'évolution de la K-pop, ça évolue, donc je me demande ce qu'ils vont devoir faire plus tard. Et après, dans 5 ans, qu'est-ce que ça va être? Si vous remarquez, en vrai, la 5th gen elle chante autant parce que la 4th gen n'a pas chanté. C'est exactement ce qui s'est passé. La 4th gen ne chantait pas, il y avait beaucoup de super belles performances. Hein. Moi, à chaque fois que je parle des belles performances, je parle de Reveal de The Boys dans Road to Kingdom, qui est juste une des plus belles performances de K-pop que j'ai vues de ma vie. Et les performances étaient juste géniales. Enfin, Wonderland de 80s avec le Kraken, incroyable. Mais je pense que... Après, 80s chante, hein. Les amis, 80s chante, c'est parce que merci de le rappeler. mais je pense qu'en fait, il y avait tellement de 4th gen qui étaient basés que sur la danse et la performance que
que la fifth gen s'est concentrée que sur les vocals. Et on le voit, il y a plein de moments en fait où ils dansent pas et c'est le main vocal chante juste et ils dansent pas en fait. Donc ça c'est très cool. Ouais. Ok, bah trop cool. On va finir avec une dernière question. S'il n'y en a pas dans le public, il y en a une dans le chat. Ouais. Attends, je l'ai là. Est-ce que cela vous gêne qu'un membre soit beaucoup plus populaire que le reste du groupe? Non, parce que ça permet au groupe de se développer. NCT avec Lucas. Ah ben je suis désolée. Enfin, ok, Lucas a eu son... Bref, ok. Mais en fait, les 3/4 des fans de NCT sont arrivés en 2018 parce que Lucas était sur toutes les télés. Il était hyper populaire. Il était partout. Et en fait, les gens ont découvert NCT grâce à ça, dont moi. Moi, personnellement, je savais qu'NCT avait débuté. J'avais écouté Seven Sense. C'était sympa. Mais j'étais pas fan d'eux. Et vraiment, en fait, c'est en voyant Lucas dans tous les variety shows, je me suis dit, ah putain, mais en fait, le groupe a l'air sympa. Et que j'ai découvert le groupe comme ça. Il y a plein de groupes, en fait, que l'on peut mentionner où c'est comme ça. Bah, Astro, par exemple, avec Chaeunoo. Ouais. Double tranchant. Je pense par exemple à IVE et Wonyoung, qui est très très mise en avant et qui du coup les autres membres en fait sont délaissés. C'est moins le cas dans ce comeback. Dans ce comeback, les membres ont pu avoir plus de highlights parce qu'il y a eu beaucoup plus de solo activities pour les membres. Elles ont fait. Enfin, Wonyoung, elle est quasiment dans aucun des variety shows. Elle en a fait 1 ou 2, mais sinon, tous les autres membres en ont fait genre 3. Et, mais c'est clair que dans. Mais après, elles sont tellement populaires qu'en fait, elles sont quand même populaires. Ok, d'accord, Wonyoung et Eugene ont tout le spotlight, c'est clair, hein, c'est vrai, mais. Elles sont quand même super populaires, hein. Gaël, moi je suis très fan de Hive, donc je suis leurs solo activities et tout. Lise, elle a grave des solo activities tout le temps. Ray aussi, Ray, elle vient juste de devenir MC d'un nouveau talk show. Gaël et Iso, c'est les deux seules qui ont moins de trucs, mais elles ont quand même beaucoup d'activités. Donc en vrai, oui, elles sont un peu moins populaires, mais comparées à d'autres groupes, elles sont quand même super populaires, quoi. Elles ont quand même beaucoup d'influence. Et quand on parlait d'Astro, Chaeunoo a porté le groupe en vrai. Ouais. Il a porté le groupe. S'il n'avait pas été là, le groupe n'existerait plus, en fait. Bah, j'avoue que j'avais jamais entendu parler du groupe avant de découvrir Chaeunoo dans un drama, tu vois. Bah après, ça c'est mon expérience personnelle. Je suis pas le centre du monde, malheureusement. Mais aussi c'est le cas. Hein. Je pense qu'il y en a plein où c'est découvert Astro grâce au drama de Chaeunoo. Oui, à l'époque. Après, il y avait Moonbin aussi, qui était plus mise en avant. Que bien sûr, quand ils ont fait leur duo. C'est ça. Mais je pense que c'est pas un problème qu'un membre soit connu, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut que le groupe se démarque. Si le groupe, il est pas... Enfin, je prends l'exemple de Dreamcatcher. Dreamcatcher, il y a un moment où c'était Sion, qui est la main vocaliste, qui faisait tous les shows possibles de chant. Et c'est grâce à elle que le groupe est devenu un peu connu et que des gens ont découvert Dreamcatcher. C'est pas une mauvaise chose qui est main focus sur un membre, parce qu'en fait ça va permettre aux gens exactement, et je pense que c'est calculé par l'agence. Bah, bien sûr ça tombe pas comme ça, hein. Donc je pense que les autres artistes du groupe ils sont pas à se dire à être jaloux ou quoi, parce que ça fait partie du truc. Et en effet t'en as un qui est peut-être plus à l'aise avec les caméras, qui est plus à l'aise à parler en public et à faire un peu le show, bah let's go, et puis c'est comme ça qu'on va parler de nous, et moi je regardais beaucoup de vidéos de Astro, de vlogs, des trucs comme ça, et en fait Jinjin, le leader, disait tout le temps à nous, oh t'as tellement de pression, on sait que tu travailles dur pour nous, merci de ce que tu fais. Et en fait, où il disait tout le temps en fait que c'était pas un problème pour eux, qu'au contraire c'était grâce à nous que le groupe avait fonctionné, et que il était reconnaissant en fait de tout le travail que nous faisaient en plus, parce que il faut s'imaginer que tous ces membres là, en plus de leur activité en groupe, les mecs ils doivent tourner des pubs, ils doivent aller faire des dramas, ils doivent se réveiller. Mais Wonyoung, je sais pas si vous avez déjà regardé son schedule, genre le matin la meuf elle est à Milan, ensuite après elle revient en Corée, ensuite elle repart à Paris parce qu'elle a un show, ensuite elle revient en Corée, ensuite elle doit revenir à Paris parce qu'elle a un autre événement, ensuite elle doit revenir en Corée, ensuite elle retourne aux États-Unis parce qu'elle doit tourner XYZ, ensuite elle revient. Et c'est le marché, c'est super dur. Non mais en vrai c'est super dur pour ces membres-là qui sont populaires, parce qu'en fait ils doivent aussi être the face of the group. Donc non, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Non, je pense pas non plus. Et au contraire, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont découvert des groupes grâce à un membre qui a été populaire. Ouais, vraiment, j'en suis sûre. Ok, bah merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, 1h35. Bravo.
Merci à vous dans le public, merci aussi dans le chat, ceux qui nous ont regardés sur Twitch, ceux qui ont parlé et ceux qui nous ont regardés silencieusement. Merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, sous le nom de Ice Americano Podcast, puisque nous avons changé le nom mais pas le contenu. Que ça la plaise ou non. L'émission s'appelle toujours Kik Radio, bien sûr. Ça s'appelle toujours Kik Radio. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram à ice.americano.podcast ou sur @kpopisforcoolkids. On était d'ailleurs au Kik Café au 12 rue d'Alexandrie à Paris en train d'enregistrer ce live et cette émission. Merci beaucoup. Merci William aussi à la technique. Merci William à la technique. Merci à toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. C'était hyper intéressant d'avoir ces échanges en direct avec vous pendant l'émission. Ça nous a fait très plaisir. Si vous avez pris des photos, des vidéos, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux. On serait ravis de republier tout ça. Et laissez-nous savoir si vous souhaitez un nouveau live pour la saison 3. Potentiellement. Merci beaucoup. On va se quitter avec une chanson dont je voulais à tout prix parler dans les coups de cœur, mais je n'ai pas eu l'occasion. C'est l'une des dernières de TXT, Déjà Vu. Yes. On se revoit à l'automne.